Puissance Park, c'est des épisodes à retrouver sur SoundCloud, YouTube, une communauté pour débattre de l'actu des parcs sur Discord et des réseaux sociaux pour nous suivre sur Instagram, Twitter et TikTok. Retrouvez tout ça et plus encore sur puissancepark.fr. Et re-bienvenue pour cette deuxième partie consacrée au décortiquage méthodique du Visionarium, qui est la meilleure attraction du monde. Et oui, c'est comme ça, c'est un fait établi. Le petit placement gratuit. Bon, on est d'accord. Ensuite, chacun a son attraction préférée. Vous avez le droit de ne pas aimer. Excusez-moi les gars, mais on en est presque au niveau de l'autopsie là. Hein. Oui, clairement. Parce que l'attraction post-mortem, 20e anniversaire de la disparition du Visionarium. Voilà. Exactement. Considéré à tort comme une attraction oubliée par beaucoup de gens, qui avaient été méprisés, oubliés, et qui pourtant, vous l'avez vu dans la première partie de notre décortiquage, a pourtant énormément de choses à vous raconter. Et ce n'est pas fini, puisque on va continuer à vous décortiquer la suite du film où nous nous étions arrêtés, c'est-à-dire... On revient vite fait en arrière. Nous avions Timekeeper et Nine-Nine qui finissaient de voyager dans le temps. Ils arrivaient à l'exposition universelle de 1900. Ils tombaient par hasard sur Jules Verne et H.G. Wells qui avaient une discussion animée sur qu'est-ce que le futur et qu'est-ce qu'on peut imaginer dans l'avenir. Il s'avère que Jules Verne tombe par hasard sur Nine-Nine. Nine-Nine qui l'a un peu cherché, puisqu'elle lui balance, elle le fait « Ouh, coucou !» Mais patatras, il s'avère qu'en voulant téléporter Nine-Nine dans notre présent, Timekeeper embarque également Jules Verne. Exactement. Alors encore une fois, on ne dit pas que l'attraction du Visionarium était absolument parfaite. On est bien d'accord, hein. Il y avait des défauts. Mais encore une fois, c'est une attraction dont on juge que la somme des qualités outrepassait largement les défauts qu'elle pouvait avoir. Pour une globalité. Sachant qu'encore une fois, bien sûr, on en tient compte, bien sûr, dans le cadre d'un parc d'attractions, d'un parc à thème. Bien sûr, ça aurait été un vrai gros film destiné au cinéma, on aurait d'autres niveaux d'exigence, mais par rapport à ce qui avait été servi comme tambouille dans les parcs et ce qui est encore servi à aujourd'hui, il s'en tire extrêmement bien. Et surtout qu'il s'agit d'une attraction qui ne prenait pas les spectateurs pour des imbéciles, qui ne les poussait pas à acheter des pluches à la sortie, qui les incitait même plutôt à lire des livres. C'est ça. Venez acheter du Jules Verne, découvrez du Jules Verne, ce genre de truc. Donc sincèrement, cette attraction-là, c'est un oui, vous l'avez compris. Mais du coup, j'en profite pour rebondir sur ce que tu disais, parce que au-delà de... donc si on revient dans l'histoire, au-delà de simplement ce qui se passe où Nine-Nine est ramené en catastrophe par Timekeeper et Jules Verne se trimballe en colissimo suivi avec... Il y a aussi quelque chose d'autre qui joue, c'est que Timekeeper, jusqu'à ce moment-là, le personnage de Timekeeper était joué par Michel Leb d'une façon extrêmement... Voilà, c'était sa démonstration, c'était son jour de gloire. Il était, quelque part, il avait beaucoup d'ego, il était ultra sûr de lui. Et là, quand il se rend compte de ce qui se passe, il va commencer à déchanter et son personnage va évoluer. Et oui, il va avoir une petite évolution narrative tout de même. Petit arc, très gentil. Et c'est intéressant parce que c'est à ce moment-là, à partir du moment où elle dit « impossible, pas français, monsieur Verne », c'est à ce moment-là que Nine-Nine, mine de rien, devient le personnage principal. Exactement, oui, inverse. Elle prend un peu l'ascendant sur Timekeeper. Oui. Et autre personnage qui évolue aussi au cours de l'histoire, c'est Jules Verne. Mais oui, bien sûr. Et ça, sûr. c'est très important de le lire. On rappelle que dans la séquence avant qu'il soit téléporté, c'était quelqu'un qui était au crépuscule de sa vie, qui avait déjà tout vu, tout écrit, qui ne croyait plus en l'avenir, qui n'hésitait pas à dire à H.G. Wells plein d'optimisme, ce que vous écrivez, ce que vous imaginez, ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Et là, tout d'un coup, il se rend compte que tout ce qu'il pensait pas possible peut être possible. C'est pas encore arrivé, mais il va vivre un petit parcours qui va le mener de lieu en lieu de la France des années 90, enfin du monde des années 90. Donc évidemment, attention, ça a vieilli. Mais dans l'idée, c'est qu'effectivement, ce parcours-là va faire office de petit rite pour le transcender et le transformer à la fin du film. Mais d'abord... Eh bien, que va-t-il se passer ? Il discute avec Timekeeper, justement, alors qu'il est dans l'écran intertemporel. Il échange avec Timekeeper sur le fait qu'il a toujours rêvé de voir le futur. Et là, on revoit l'optimisme de Jules Verne, le côté enfant qui s'émerveille devant la science, qui revient. Il retrouve un peu le goût de la vie, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que Timekeeper finit par céder. Exactement. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'en plus, dans la version américaine, Robin Williams balance la phrase qu'ils ne sont pas assurés pour ça. Mais
Évidemment, c'est typiquement Reika comme truc. Et du coup, un point qui est très intéressant, et encore une fois, c'est une petite réplique que j'aime bien, qui est bien écrite. C'est gentil, mais voilà. Où Timekeeper fait remarquer à Jules Verne que sa conférence est dans 10 minutes. Jules Verne souhaite faire le tour du monde en 10 minutes, sauf que... 10 minutes? Mais ça vous a pris 80 jours, vous? Voilà, Timekeeper lui fait remarquer que Jules Verne a lui-même pris 80 jours, mais bon, c'est pas grave, on va essayer en route. Et là, on entend un Timekeeper qui n'est plus vraiment sûr de lui, qui va quand même tenter, parce que Jules Verne est une de ses idoles, de lui montrer le présent en essayant de le laisser entier, ce qui va peut-être pas tout à fait bien tourner dès la première scène. Et alors là, pour le coup, tu en parlais un peu tout à l'heure, Jean-Marc, la musique va faire une entrée fracassante. Alors là, je dois avouer que c'est mon passage préféré du film. Voilà. Voilà, la musique. Je vous avais dit dans l'épisode précédent que la musique était timidement arrivée au début, la scène de bal de Louis XV. On retrouve une musique orchestrale dans la scène de l'expo de 1900. Une petite flûte qui apparaît tout doucement quand Jules Verne se fait téléporter dans notre époque. Mais tout d'un coup, il n'y a plus rien. Et là, on se retrouve dans ce noir, dans ce tunnel sombre. On est dans le noir. On est dans le noir. Et il y a une petite lueur que Jules Verne met en place pour essayer de voir un peu ce qui se produit. Briquet, pour le coup. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on est? Je trouve que le futur est très sombre. Ouais. Mais voilà. Et là, on comprend pas trop ce qui se passe. Sauf que quelques mètres plus loin, il y a une lumière qui arrive à vive allure. Merde, c'est un TGV. Et pour le coup, celui-là, il est à l'heure. Oh. Et là, ça rigole plus. Rencontre fracassante entre Jules Verne et un TGV avec cette scène magnifique qui est tournée par un véritable cascadeur à l'avant d'un TGV qui ne circule pas sur une LGV à ce moment-là. Alors là, ça, c'est un plan rapproché pour le coup qui a été tourné dans un autre cas, mais d'abord parlons du premier plan. Voilà, alors vous avez vu d'ailleurs qu'il y a eu un cut. C'est le petit faux raccord du film puisque Nine littéralement se téléporte en fait. Il y a quand même 2-3 cuts. Normalement, les changements de plan sont censés être intradiégétiques puisque ce sont les vortex. Puisque Nine mais bon, là, il y a quand même 1 ou 2 moments dans lesquels il y a des cuts qui sont des défauts par rapport à des diégèses du film. Mais bon. Et alors, on voit effectivement un Jules Verne sur le nez d'un TGV lancé à toute allure. TGV au complet sur le premier plan de loin. Alors, un vrai véritable TGV sur le plan éloigné, et la personne qui est sur le nez de ce TGV, c'est une personnalité que vous avez déjà certainement entendu parler, qui est morte aussi il n'y a pas très longtemps, et qui avait réalisé un spectacle de cascade de voitures pour les Walt Disney Studios. C'était Rémi Julienne. Voilà. Et donc, du coup, on se retrouve avec cette scène magnifique avec un Jules Verne à l'avant d'un TGV qui... Alors, on a l'impression qu'il fonce. Il est en Alsace. Il n'y avait pas de LGV à cet endroit-là. Donc, on est sur du chemin... Là, tu pourras en parler bien mieux que moi. Ils sont en fait à Rouffach, qui est en Alsace. Alors, je ne sais plus si c'est le Bas ou le Haut-Rhin, mais les puristes, dans les commentaires, se feront une joie de le rappeler. Arnaud, EP Forever, rétablit cette injustice. Vas-y. Et en fait, ils sont sur une ligne, tout ce qu'il y a de plus classique. Et d'ailleurs, je peux vous inviter à regarder sur Internet. Il y a le making-of de cette scène qui est très connu, puisqu'ils ont reconstitué le nez d'un TGV Atlantique. Et en fait, il n'y a que l'avant du train. Derrière, c'est juste un camion. Alors, ça, c'est sur la seconde scène. C'est celle qu'on voit actuellement là à l'écran. C'est là ce que Jules Verne. Plan serré sur Jules Verne, collé sur le nez du TGV. Ouais. Exactement. Donc vous avez un vrai avant de TGV pour le coup, mais derrière il y a une motrice tout à fait standard. En fait, c'est même pas un vrai nez de TGV, c'est une coque. Du décor, c'est du décor. C'est de la fibre de verre, tout ce qu'il y a de plus fake. Derrière, il y a juste une voiture pour les équipes techniques et une locotracteur. Ils étaient à une 50aine de km/h, pas plus, mais grâce à l'optique, vu qu'on est très proche, on a l'impression que ça va beaucoup plus vite que la réalité. Ça joue sur l'illusion et ça a permis de mettre Michel Piccoli sur une sorte de siège baquet un peu moulé pour qu'il soit vraiment confortable dessus et qu'il puisse jouer sa scène comme s'il était vraiment sur le train. Alors, petite anecdote aussi accessoirement, l'anecdote dont tout le monde se fout, Jeff Blythe avait une casquette qu'il aimait beaucoup parce qu'il l'avait depuis quelques tournage et manque de peau avec la vitesse, il l'a paumée, donc elle est quelque part au bord de cette voie ferrée. Donc pour les gens qui sont dans le secteur de Rouffach, si vous avez l'envie, n'allez pas sur les voies de chemin de fer s'il vous plaît, mais si vous êtes aux alentours sans entrer sur les voies de chemin de fer, regardez si elle y est pas. C'est une casquette de l'USS Saratoga. Voilà. Bon, malheureusement, peut-être 30 ans après, il en reste peut-être plus grand-chose. Ouais, ou peut-être que quelqu'un l'a déjà récupéré. Peut-être, mais en tout cas, voilà, petite anecdote en soi. Mais cette scène-là, qui effectivement, non seulement a été une coordination de cascade par Rémi Julienne, mais en plus de ça, où là, Bruce Button dit « Ok les mecs, ça déconne zéro !» Et où là, il envoie l'orchestre à fond de balle avec le thème « From Time to Time » qui est joué cette fois-ci
en mode très punchy, très dynamique, avec la première séquence musicale du film qui va durer, grosso modo, jusqu'à la scène de la Place Rouge. L'idée, grosso modo, à partir de ce moment-là, c'est là qu'on se rend compte de la virtuosité, et je suis désolé, je pèse mes mots et je l'assume complètement, dont a fait preuve Bruce Broughton pour l'écriture de ce morceau, de cette suite en fait de musique qui constitue à la fois le thème principal du Visionarium, le morceau ici joué From Time to Time, et également le vol des visionnaires qui arrivera plus tard et qui, me concernant, est la musique qui n'arrête pas Ouais, de mais me mine de tirer rien, une putain de ce sont larmes. différents mouvements d'un même morceau, donc C'est exactement ça. c'est tout à fait normal. Vite fait, Bruce Broughton, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Chérie, j'ai rétréci le public. Par exemple, Entre autres, il a fait aussi Chérie, j'ai agrandi le bébé, Rétréci les gosses. Il a aussi fait Bernard et Bianca, si je me trompe pas. Au pays des Au kangourous. pays des Au pays kangourous. des kangourous, pardon. Chez Disney, on lui doit Spaceship Earth de 2007, présenté par Siemens. On lui doit à Disneyland Paris ma deuxième musique préférée, toute époque confondue, Cinémagique. C'est lui qu'on lui doit. Il a réalisé aussi pour des spectacles éphémères, je crois que c'était pour les 50 ans de Disneyland en Californie, il a fait aussi la musique. Et sa dernière compo en date pour les parcs Disney, c'est la reprise de Soarin' Over the World avec la version totalement réorchestrée. Et celles dont malheureusement je dois bien avouer que je ne suis pas particulièrement fan à cause des petites cassures de rythme qu'il y a à l'intérieur. Après, quand on voit ce que Broughton est capable d'écrire, je pense qu'il a été un peu en mode yes man sur ce truc-là. Ouais, je pense qu'on lui a un peu imposé le fait de dire tu dois garder les thèmes de Goldsmith, tu dois adapter comme si par rapport au rythme du film. Donc l'exercice n'a pas dû être très très facile pour lui. C'est pas évident, je pense. Alors que là, mais sur le visio, mais les gars, si vous devez écouter une musique, s'il y a des musiques qui pour vous font vibrer, si vous aimez bien ce genre de truc, il y a Sorin, il y a du Imascore et il y a putain le Visionarium. Écoutez-là, c'est un chef-d'œuvre. Et si vous aimez la musique de par l'attraction, pour moi, c'est 3 meilleures compos, toute époque confondue. La numéro 1, c'est le Visio. La numéro 2, c'est Chérie, j'ai rétréci le public. Et la numéro 3, c'est Ellen Energy Adventure, la version de 1996. Ah ouais, oui, ok, oui. Où là, il a eu quasiment carte blanche. Il a fait une orchestration monstrueuse. Pour une attraction qui dure 45 minutes quand même, donc il avait un peu les coups des franches. Voilà, il a fait une version qui est absolument extraordinaire. Alors ça n'existe plus maintenant, Universe of Energy, mais vraiment je vous invite il y a plein de versions qui sont trouvables sur le net, et là-dessus passez un peu de temps dessus, vous allez écouter, c'est la démesure de l'orchestre philharmonique de Bruce qui te donne toute l'amplitude de l'attraction, l'importance qu'elle donne, et on la retrouve dans le Visionarium. En fait, tout ça, c'est à peu près à la même époque, c'est les années 90. Ouais. Je fais juste une petite parenthèse plug. J'invite nos spectateurs ou nos éditeurs, s'ils n'ont pas encore visionné ou écouté ces 2 épisodes, on a reçu Benjamin Ribollet, le compositeur des musiques de Toutati, Sconda, Étincelle, Chasseur de Tornades, etc., qui explique tout le process de composition, d'écriture pour une attraction, et qui explique également des choses vraiment techniques très intéressantes, comme quel est vraiment le rôle d'un compositeur quand il dirige un orchestre. Voilà, c'est absolument passionnant. Merci encore Benjamin, c'était génial. Donc, fin de la parenthèse. N'hésitez pas à écouter aussi ses compositions, parce que là, bien sûr, on parle de Bruce Broughton, de ces gars-là. En France, on se débrouille très bien. Coucou Benjamin, coucou Nathan. Vous débrouillez super bien, les gars. Ça fait super. En tout cas, en francophonie, pardon, parce que Nathan n'est pas français. Mais en tout cas, on se débrouille très très bien. Ça fait plaisir d'avoir des compos comme ça aussi talentueux dans des domaines qu'on aime tant. Donc merci les gars. Maintenant, revenons-en quand même à notre visio, parce qu'on est toujours avec Jules Verne à l'avant d'un TGV. Sortir de là pour le coup. Ça tombe bien. Timekeeper se rappelle qu'il peut manipuler sa machine à voyager dans le temps, et il va en profiter pour. On se rappelle que c'est pas comme ça quand on dit qu'on veut prendre le train, c'est pas dans la gueule, quoi. Non, c'est plutôt à l'intérieur. De manière générale. C'est partie du dialogue, oui, effectivement. Voilà. Et tentons une autre expérience, puisqu'on est dans les transports. On va essayer de faire un truc qui soit un minimum moins dangereux. Téléportons-nous sur les Champs-Élysées. Oups, désolé. Ah ouais, non, c'est peut-être pas moins dangereux finalement quand on y repense. Ouais, le problème, c'est que quand vous balancez un piéton sur Gilles nulle part près de la place de l'Étoile, ça crée un petit peu du chaos sur l'avenue des Champs-Élysées. Alors, les plus perspicaces, évidemment, se souviendront que dans cette séquence, il n'y a que des véhicules de la marque Renault à l'image. Je rappelle, c'était le sponsor de l'attraction. Voilà. Et notamment, on remarque aussi que la voiture qui manque de percuter Jules Verne en faisant un petit drift qui laisserait Sylvain Lévy tout content, à mon avis. Bien, c'est une Renault Clio qui était effectivement le véhicule promotionné actuellement, qui était en promotion. La Clio 2.
Je crois que c'était la C'est ça, V2 en fait, de la Clio. C'est ça, en fait, Renault venait juste de lancer le modèle ou allait juste le lancer, donc du coup, il fallait le rendre visible. Encore une fois, avec les problématiques qu'une Circle Vision, le champ de vision est finalement assez petit par rapport à la totalité de l'image. Ça veut dire que tu ne fais pas ton drift devant la caméra, mais à une certaine distance, de sorte qu'on puisse voir la voiture en entier à l'image. Et oui. C'est ça le truc aussi. Et encore une fois, coordonné par Rémi Julien. Oui, Rémi Julien a effectivement coordonné toute cette séquence. Rémi Julien, grand, immense cascadeur, qui avait démarré avec un monsieur qui s'appelle Gilles Delamarre dans les années 60. Gilles Delamarre, c'est lui qui faisait toutes les cascades de tous les films français, y compris par exemple les Fantomas d'André Hunebelle. Et coordinateur aussi pour Belmondo, si je dis pas de conneries. Oui, entre autres. Mais Julien s'est fait une réputation à l'international sur les James Bond. Les James Bond avec Roger Moore, c'est lui qui les a tous réglés. Il avait une formidable... il était pas très loin du parc de Zoo de Saint-Vrain. Sa base de travail était par là. Et donc, il travaillait avec sa famille. Enfin, il développait des tas de trucs. Au départ, c'est un motard avec une vraie passion pour la mécanique et la connaissance suffisante pour développer des engins spéciaux spécialement adaptés au cinéma. Ce qu'on verra, nous, en live dans Moteur Action, le show des Walt Disney Studios. Exactement. Voilà, donc, c'est encore une fois lui. Je refais une aparté sur Moteur Action qui a imaginé les différents tableaux, les a coordonnés en accord avec Imagineering. Et pour ceux qui se rappellent un peu de comment était configurée la scène, elle n'est pas très grande pour faire rouler des voitures à presque 70 km/h, quand elles doivent faire des drifts, quand elles doivent faire des mises en marche avant, marche arrière, des sauts, dérouler sur 2 roues, parfois même se prendre des airbags à pleine balle. Enfin bref, c'était un tour de force. Et ayant travaillé dessus en tant que technicien machiniste sur ce spectacle, je peux vous dire que les cascadeurs prenaient un vrai risque à chaque représentation. Des accidents, j'en ai vu. Et moi, j'aimerais citer... alors, j'ai eu le plaisir d'aller interviewer Rémi Julien chez lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu n'as pas rencontré, s'il te plaît voilà, mais je suis vieux, donc... Je veux pas dire, mais est-ce que toi aussi, tu as l'impression que dans une vie antérieure, j'ai fait pas mal de journalisme, et pour les besoins d'un magazine de cinéma, je suis allé rencontrer Rémi Julien pour faire un petit peu une interview fleuve sur l'ensemble de sa carrière. Et le premier truc qu'il m'a dit, il n'y a pas de bons cascadeurs, il n'y a que de vieux cascadeurs. Oui, effectivement. L'expérience qui joue. Et d'ailleurs, tu pointais du doigt quelque chose qui est très très vrai, c'est que le métier de la cascade, c'est pas uniquement une dimension physique comme on peut l'imaginer, c'est souvent une question de bricolage, d'adaptation. Maintenant, on est même au-delà de ça. Je veux dire, c'est assisté par ordinateur, on fait appel à des ingénieurs. Non, on laisse de moins en moins de choses au hasard. Exactement. Un peu comme un magicien, fut un temps, devait aussi être un bon inventeur ou en tout cas un bon praticien. Oui, et maintenant, Copperfield se fait assister par des gens de la NASA. Donc, tu vois, ça aide un peu, quoi. Légèrement. Bref, en tout cas... avançons un petit peu parce qu'effectivement on a cette scène là donc avec la place de l'Étoile. Dernier truc, moi alors ça c'est un peu pour les puristes automobiles. La première bagnole qu'on voit dans cette séquence, c'est une Renault 8 Gordini, qui est une bagnole assez ancienne. On aperçoit également une Renault 5 qui a été l'une des bagnoles les plus vendues chez Renault. Et ça tombe bien justement qu'on parle de bagnole parce que ce qui va se passer, c'est il voit des voitures. On est en 1900 lorsqu'il vivait, il n'y avait pas très peu de voitures. Et là il se dit, est-ce que je peux essayer, je peux rouler. Est-ce que moi aussi je peux... Bon, c'est con, il aurait dû aller à Legoland, c'est là-bas qu'il y avait la driving school. C'est ça. Mais en soi, écoute, Timekeeper veut lui faire plaisir. On va lui faire un petit roulage sur une petite voiture. Ouais, on va faire un petit truc. Par contre, juste un petit point très important, c'est que cette scène-là, comme on l'a dit, Renault, le partenariat a sauté en 2002. Et donc, il y a une altération du film parce que la scène qui va suivre... Là, autant, les Clio, les R5, ce sont des voitures de tous les jours. Oui, c'est ça. Et les gens qui ne s'intéressent pas nécessairement à l'automobile ont l'attention fixée sur le personnage de Jules Verne et vont pas faire gaffe que toutes les bagnoles qu'on voit dans l'image sont des Renault. Par contre, la scène qui suit, où il y a des gros logos Renault un peu partout, c'est gênant. Alors, comment est-ce que Timekeeper pourrait faire plaisir à Jules Verne tout en faisant aussi plaisir au partenariat Renault? Eh ben, c'est pas compliqué. Et si on allait sur une piste automobile? Eh oui, et on va pas n'importe où, on va sur l'Österreichring, autrement dit, c'est pas le Nürburgring, c'est une piste en Autriche, pour le coup, pardonnez-nous, on n'est pas calé dans le domaine là. On est censé participer en fait à une course de F1 avec Jules Verne qui est placé dans le siège du pilote et qui est donc poursuivi par Night qui essaie seulement de le rattraper
pour pouvoir permettre à Timekeeper de le téléporter. Alors, il y a juste un problème. Je crois qu'on a envoyé Jules Verne dans le mauvais sens. Il part effectivement à contresens. Ensuite, il faut dire que c'est un peu con, la bagnole était orientée dans ce sens-là. Donc, mais pour quelqu'un qui, il y a 5 minutes, ne savait même pas ce que c'était une automobile, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal qu'il sache. bien. D'ailleurs, ça, accessoirement, la version américaine le remarque, et ça, c'est absolument génial aussi, puisque Robin Williams, dans la version américaine du Visionarium, il balance juste il regarde un peu les spectateurs et il fait c'est dingue qu'il ait appris aussi vite à conduire quand même. Mais il y a que des trucs comme ça. Et la version américaine, c'est sous hormones en fait. Et là, alors il y a plusieurs choses à dire sur cette scène parce qu'en fait, juste avant justement que tu enchaînes, tu avais fait l'allusion à Renault. Oui. Donc pourquoi est-ce qu'on parlait de ça juste avant? C'est qu'au moment où nous sommes dans le stand après la téléportation, on ne le voit pas sur les 3 caméras de la source. Donc à droite, il y a Jules Verne, mais à gauche, il y a le paddock avec la tour de contrôle. Et cette tour de contrôle affiche un immense logo Renault qu'on ne peut pas louper. Ouais. Sauf que, comme tu l'as dit en 2002, fin du sponsoring. Et Disney a été très intelligent sur ce coup-là. Oui. Ils ont gardé cette caméra mode fermé, donc comme si l'œilleton de Nine-Nine n'était pas remonté. C'est mieux que ça. C'est mieux que ça. La transition se fait dans la scène d'avant, puisque quand Jules Verne demande à Timekeeper s'il peut aussi essayer, dans la version altérée suite au dégagement du partenariat avec Renault, Nine-Nine ferme les yeux en mode « je veux pas voir ça ». Donc elle ferme tous ses obturateurs, tu ne vois plus rien, la téléportation se fait donc dans le noir, elle rouvre un œil, un circuit mais t'es malade, et en fait elle va rouvrir les yeux petit à petit pour en fait camoufler les différents partenariats. En fait, elle ne rouvrira les yeux que quand on sera sorti des stands et lancé dans la course. Exactement. Et c'est très bonne idée. Une façon très intelligente de cacher. Ça, c'est très malin, mais il y a un petit détail sportif qu'il est important de signaler. Et ça, c'est Greg qui nous l'avait fait remarquer à ce moment-là. Exactement. C'est qu'alors attention, je suis pas Sylvain Live, Sylvain Lévy. Je n'ai pas autant d'expérience que lui ou Pierre Chabrier au niveau de l'automobile. Ni d'autres. Oui, moi j'allais dire Dominique Chapat, mais bon, c'est parce que je suis vieux. Il n'y a pas de souci, t'en fais pas. En tout cas, d'autres youtubeurs automobiles. Par contre, il faut savoir un truc, c'est que là, on arrive donc dans un paddock, dans ce qui se veut être des F1. C'est probablement des F2 ou des F3. Ouais, je pense plutôt. Je ne pense pas que. Mais bon. Sauf que l'allusion serait de dire on est dans l'écurie Renault. Sauf que non, on est en 1992, l'écurie Renault, elle n'existe pas. Confère un épisode de Sylvain Lévy, justement, qui a publié sur l'histoire de Benetton et de Flavio Briatore. En réalité, l'écurie Renault va commencer à exister à partir des années 2000. Mais avant ça, Renault est motoriste. Il fabrique des moteurs qui sont utilisés par différentes écuries. Williams, qui est peut-être l'une des plus connues. Ligier également. Parfois, on faisait référence à Williams-Renault. Oui, Renault-Williams, exactement. Puis Ligier et enfin Benetton, et que Benetton sera racheté et deviendra Renault F1 Team. Sauf que là, on est en 1992. Renault a développé un nouveau moteur, un V10, qui va être particulièrement performant puisque, fun fact, à partir du moment où, en 92, ce nouveau moteur va être utilisé notamment par Williams, eh bien, Renault va gagner 5 fois consécutivement le titre constructeur et il me semble la première année aussi le titre avec le pilote, champion du monde pilote. Ouais. Donc, en gros, en gros, ils ont tout raflé. Ils ont tout raflé sur ce truc-là, et du coup, on se retrouve avec effectivement une allusion à Renault. Il n'a rien à voir, bien entendu, mais c'est marrant quand même que l'année où le Visionarium sort et on voit cette scène en F1, en fait, c'est l'année à partir de laquelle Renault va niquer des mers en matière de motorisation F1. Encore une fois, je fais vraiment de la vulgarisation extrême dans le domaine-là. Je ne suis pas spécialiste automobile. Pour ceux qui veulent en savoir plus, allez regarder la vidéo de Sylvain Lévy sur Flavio Briatore. Ça en parle bien mieux que moi, bien entendu. On parlait juste avant de Rémi Julienne. Restons un peu dans le domaine de la technique et de la coulisse, parce que mine de rien, je rappelle qu'on est toujours sur une caméra 9 écrans qui est censée accélérer pour suivre une Formule 3 ou une Formule 2. Oui, qui est censée donc simuler le mouvement de Nine-Nine se lançant à la poursuite de Jules Verne dans sa voiture de course. Alors, moi, je veux bien qu'il y ait des gars musclés qui peuvent faire rouler des machins à 180 kg, mais les faire aller jusqu'à 70 km/h, c'est des classes, il faut les inscrire aux Jeux Olympiques. Ils sont même montés à presque 120, 130 km/h sur la piste. Encore une fois, avec le matos, avec le prix du matos, avec les 9 caméras en 1992, je vous garantis que là, les assureurs sont en train ils chient liquide, les gars. Je pense que ce serait inconcevable aujourd'hui de tourner ça de la façon dont ils l'ont tourné. Non, je pense qu'aujourd'hui, il y aurait des impositions de faire des trucs en images de synthèse. Aujourd'hui, ensuite, la technique a fait qu'on ne peut pas... faire en multipasse, tu vois. Exactement. La voiture de Jules Verne d'abord, puis les voitures qu'il rencontre après,
puis on mélange les deux images. Là, ils ont fait tout d'une traite. Tout d'une traite. Et justement, alors, ce Nine, alors, comment est-ce qu'ils ont réussi à poursuivre Jules Verne à pleine balle? Ils ont construit un véhicule spécial, un kart Une base amélioré. de karting. Ouais, une Exactement. base de karting. Une base de karting sur laquelle était montée donc la caméra Circle Vision au-dessus, sauf que comme d'habitude, le pilote peut pas avoir son casque à côté puisque c'est un personnage cette caméra, donc pas censé y avoir de pilote. Donc le pilote se trouve en dessous. Enfin, juste Non, il est déporté. C'est comme un sidecar en fait. C'est ça. Il est quasiment allongé en fait. Mais il est complètement allongé parce qu'il avait un tout petit volant. Il conduisait son seul champ de vision, c'est ce qu'il arrivait à voir entre ses pieds. Donc pour vous donner un peu une Le gars, idée, et le vélo couché, qui est cette espèce d'invention improbable, pareil, mais en karting et roulant. là, le mec- Imagine, t'es à 120 à l'heure au niveau de la piste. c'est au niveau de la piste, tu te tapes du virage, tu essaies de viser une F1, F2, enfin une F2 ou F3, et en plus, tu en as deux autres qui t'arrivent en face et qui doivent t'éviter. Je pense que le mec là, effectivement, il a mérité son chèque à la fin. tu vois. Donc ça, c'est de la confiance et du réglage de micro-poils signé Rémi Julienne. Quoi. Exactement. Après, bon, la scène n'a pas l'air très complexe. Encore une fois, il y a un niveau de cascade et un niveau d'implication et de risque avec des choses qui n'avaient pas été faites avec une caméra de ce style-là avant. Aujourd'hui, ça paraît facile, tu fous une GoPro et terminado. Non, encore une fois, il y a des équipes à planquer, etc. Donc non, cette scène-là est aussi très impressionnante, elle passe très bien et surtout, je me rappelle d'une chose très particulière quand j'ai vu cette scène la première fois, déjà, la musique qui revient à nouveau, qui vient appuyer ce truc-là. Et surtout, le bruit des Formule 1, Formule 2 qui passe et qui est spatialisé. Tu entends le Doppler, tu l'entends à ta droite, à ta gauche. Oh bordel de merde, qu'est-ce que c'était bon. Bref, autrement dit, encore une fois, une belle petite claque technique pour l'époque. Très belle scène et qui va permettre de faire une transition puisque Jules Verne avait un casque jaune. Oui. Et justement, vu que tu aimes te prendre des claques techniques, on va s'en prendre une deuxième. On va s'en prendre une deuxième parce qu'encore une fois, la scène a l'air de rien, mais non, elle est bien plus compliquée encore. Elle est bien plus chiante. Alors, qu'est-ce qui se passe? Écoute, vu qu'on est dans le domaine sportif, Timekeeper se dit que c'est une bonne idée de continuer dans ce domaine-là, et qui dit que domaine sportif, allez hop, un peu de bobsleigh. Une séance de bobsled avec en plus une petite ombre de la caméra qui va apparaître. Je vais essayer d'arrêter l'image au moment juste au moment opportun. Déjà, on voit le reflet de la caméra dans le casque. On l'a vu. On voit le reflet de la caméra dans le casque plus une petite ombre. Bon, c'est pas grand chose, mais hop, voilà une superbe scène aussi descendre en bobsleigh qui est d'une technicité, nom de Dieu de merde. Alors encore une fois, rappelez-vous, 9 caméras, 180 kg, faut mettre tout ça dans un bobsleigh. Je sais pas si vous avez déjà vu un bobsleigh, c'est pas bien large, c'est pas bien haut, hein. Et surtout une piste avec des virages qui montent comme ça. Hein. C'est pas un bobsled Mac qui est conçu pour que tu puisses te prendre un ou deux jets de côté. Là, tu es sur une piste de bobsleigh où les jets sont tellement forts que tu es en apnée du début à la fin. Et c'est pas une vanne, c'est vrai. C'est pas une vanne, tu ne peux pas bouger la tête. Si tu bouges la tête, tu risques de te fracturer les vertèbres. C'est ça, c'est ultra intense. Le bobsled qui a été conçu pour cette scène, bien entendu, il fallait qu'on puisse voir, enfin que les différents pilotes, enfin les différents participants soient pas totalement face caméra, donc il fallait un peu de place. Donc du coup, oui, et d'autant plus, ils avaient fait un essai de monter le rig caméra sur un vrai bobsleigh, mais ils se sont rendus compte qu'on voyait pas le bobsleigh, donc on ne voyait pas les pilotes. Oui. Or, l'intérêt, c'était de resituer Jules Verne dans l'image. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on soit comme si assis derrière lui. Donc, il a fallu construire un bobsleigh spécial haut sur pattes, mais qui soit en même temps capable de négocier les virages. Ouais. Et donc, il a fallu construire quelque chose de nouveau qui permettait donc au pilote de bobsleigh, à la personne qui double Jules Verne à ce moment-là dans l'image, de porter le même casque jaune, et le freineur qui est derrière. Donc là, on les voit vraiment, sauf que le bobsleigh est un truc vachement haut sur pattes pour cette scène-là. Et il se prend les casquettes, les trucs, enfin il descend à toute berzingue, les jets sont enchaînés. Là, on est dans un vrai ride film, en fait. Tu vois, c'est-à-dire qu'on rend en plus hommage à toute cette génération de ride film. Et en plus, je trouve que la musique Bruce Broughton met à ce moment-là n'est pas sans rappeler un tout petit peu Here We Go Again de Star Wars. Il y a un tout petit peu, il y a juste une petite orchestration qui rappelle un peu ça, le côté des vallées dans une tranchée. Je pense qu'il a fait un petit clin d'œil à cet endroit-là qui est présent, qui est assez sympathique. Mais grosso modo, oui, cette scène-là, encore une fois, assez folle. Et ça a pris plus d'un mois pour préparer cette putain de prise. Plus d'un mois de travail entre fabriquer le bobsleigh, faire les répétitions, entraîner l'équipe
avec la caméra, enfin tout quoi en fait. Donc c'est vraiment encore une fois une belle masterpiece ici, qui en plus fait une transition parfaite entre la Formule 1 juste avant. On reste dans la vitesse. On va slalomer un petit peu. Oui, parce que là, du coup, les transitions deviennent instantanées. C'est un peu un effet En fait, disons que ce qu'on appelait un vapor wash ou un vapor zoom. Tu vois, c'est juste un truc très rapide d'une scène à l'autre. Là. C'est ça. Et en fait, l'idée, c'est que normalement, elles sont censées représenter les téléportations sans changement d'époque. Oui. Donc, il y a cette logique-là et elles ont un bruitage accompagné. Donc, elles permettent effectivement de garder cette cohérence, à l'exception du cut qu'on a vu tout à l'heure, justement, sur la scène du TGV. Mais bon, on va arriver sur un autre moment, justement, pour Jules Verne, puisqu'il est temps de rendre hommage à 20 000 lieues sous les mers, avec une autre scène qui a été très technique. Je vous laisse en parler, les gars. On va en parler, et surtout, ça marque une rupture dans le rythme du Oui, film. d'un seul coup. On était sur quelque chose qui allait rapide, qui était nerveux, qui était plein d'excitation et d'énergie, et là, c'est l'apaisement. C'est l'océan, c'est le côté calme du grand fond, du grand bleu. Et on rend hommage, comme tu as dit, à Jules Verne. Alors, cette séquence, elle n'est pas très longue, mais elle est très belle, puisque Jules Verne se retrouve dans un petit bathyscaphe sous la mer, qui a été tourné aux Bahamas pour information. Oui. Et à ce moment-là... On est à 20 mètres de profondeur quand même. Hein. Ça n'a pas été tourné dans une piscine. Hein. Non, on est vraiment sur... On est sur une épave, en fait. Voilà. Et à ce moment-là, Jules Verne... se rend compte que ça lui fait une sorte d'hommage à son œuvre 20 000 lieues sous les mers. Et il rappelle d'ailleurs, enfin Nainel lui rappelle d'ailleurs, c'est quand même vous qui en avez été l'un des instigateurs donc, de tout ça. Et cette petite scène qui ne paraît pas, mais qui fait surtout la transition vers la scène suivante, elle a une histoire assez folle. Parce que le réalisateur Jeff Blythe devait donc superviser le tournage. Et encore une fois, je rappelle, caméra Ring. Comment est-ce qu'on fait pour mettre une caméra de 9 caméras de 180 kg dans l'eau ? Eh ben, on construit une cage étanche. Et donc, voilà. Avec des parois de verre. Ils ont construit toute une structure. La grosse cage de ta GoPro, pareil, mais en plus gros. Voilà, mais en plus gros et beaucoup plus lourd. Oh, puisqu'on arrive à un rig qui avoisine les 400 kilos à ce moment-là. Voilà. Bon, heureusement, avec la poussée d'Archimède, ça pèse moins, mais il faudra une barge, bien entendu, avec un système de avec une grue spéciale pour la descendre. Pour la descendre et correctement la positionner. Et ce qui fait qu'il y avait, je ne sais plus, 50 ou 60 personnes sous l'eau à ce moment-là, enfin, qui se coordonnaient entre la barge et le fond de l'océan. Pour l'anecdote, ça a été tourné aux Bahamas, à quelques kilomètres de l'endroit où a été tourné le 20 000 lieues sous les mers original de Fleischer. Oui. Donc... notre ami Jeff Blythe, plongeur émérite, était évidemment en tenue de plongée complète à superviser les opérations. Or, les gens étaient tellement concentrés sur le positionnement de cette caméra qu'il fallait poser proche de l'épave et stabiliser pour que le bathyscaphe puisse avancer. C'était un petit peu... chacun faisait pas trop attention à l'autre, ce qui est quand même très dangereux en plongée sous-marine. Oui. Or, il s'avère qu'à ce moment-là, il y a un gars qui est passé derrière Jeff et qui, accidentellement, a arraché le tuyau de sa bouteille d'air comprimé. Exactement. Sans se rendre compte qu'il venait d'arracher le tuyau de la bouteille d'air comprimé. Et Jeff a commencé à se noyer. Il a commencé à manquer d'air. Et le problème, c'est qu'il faisait signe à l'équipe de j'ai plus d'air, j'ai plus d'air. J'ai plus d'air. Et l'équipe n'avait pas compris. Il y a le geste en plongée, quand j'ai plus d'air, on met sa main au niveau de sa gorge et on fait un mouvement de battement comme ça. Et l'équipe de loin disait ah bah c'est bon, ça fait un peu le même mouvement qui dit c'est bon, c'est bien nivelé. Tu vois, c'est bien plat. Et... Il pensait qu'en fait, c'était bien placé par rapport à la caméra. Mais en fait, non, c'est juste que Jeff Blythe commençait à manquer d'air. Commençait, à manquer d'air. Et heureusement, alors je schématise, quelqu'un a fini par s'en rendre compte, s'est précipité et a partagé son oxygène avec lui, le temps qu'après, d'autres personnes lui amènent une bouteille d'oxygène neuve avec un détendeur neuf, parce qu'en fait, le tuyau était endommagé. Ce qui n'est pas terrible, généralement, quand tu fais de la plongée, de changer de bouteille. Surtout quand tu es à 20 mètres sous le niveau de la flotte, tu n'as pas le temps de remonter parce que t'as pas pris d'inspiration suffisante. En plus, t'as un autre pépin, c'est que, alors je me rappelle plus exactement, mais il y a un épisode de C'est pas sorcier qui parlait de la plongée sous-marine, qui en parlait extrêmement bien, qui est que quand tu pars en plongée, tu as notamment de l'azote ou d'autres gaz qui sont présents dans le sang naturellement, qui vont se comporter différemment. Et bien donc, sûr. Tu as normalement des timings qui sont consacrés pour les moments en plongée, pour éviter que tu te retrouves avec des bulles d'azote. Ton sang s'empoisonne, quoi, grosso modo. Exactement. Donc, du coup, il faut faire très attention avec ça. Mais finalement, tout s'est bien déroulé. Ils ont pu finir ce truc-là et ça lui fait une belle anecdote de nos côtés. Mais en tout cas, voilà. Et petite anecdote aussi, c'est que Jeff Blythe, le réalisateur, était donc sous la flotte.
tu prends pas un talkie-walkie pour parler avec Michel Piccoli qui est dans le bathyscaphe. Donc comment on fait ? Avec une ardoise, on écrit les trucs et on joue la scène comme ça, on dirige comme ça avec une petite ardoise, on enregistre et donc du coup dans les plongeurs qui se trouvent un petit peu autour, en fait ce sont des membres de l'équipe du film. Absolument. Voilà, donc il y a j'adore ce genre de petites anecdotes. Et en parlant d'anecdotes, on va remonter sur le plancher des vaches. Presque. Alors, on va pas y rester bien longtemps. Un petit peu au-dessus. Mais surtout, on va pas... De tous les endroits qu'il y a sur cette planète, il y a, encore une fois, quand le tournage a lieu, on est dans les années 1991, ouais. Exactement. Sauf que, aujourd'hui, si on dit endroit inaccessible pour... pour certains pays, il y a la Corée du Nord. La Corée du Nord, oui. Voilà. Ou l'île qui est dans le... J'ai oublié son nom, là. L'île de Wiki, voilà. Et là, à l'époque, en 1991, il y a un gros bloc, qui s'était affronté avec l'autre bloc, qui était avec un tout petit truc qui s'appelait la guerre froide. Oui, ils aimaient bien la faucille, le marteau. Exactement, ou la saucisse de morteau, comme on dirait dans la Cité de la Peur. C'est ça. Mais le truc, c'est que du coup, ils se sont dit, tiens, viens, si on allait sur la place rouge à Moscou, en pleine URSS. Alors attention, c'est pas l'URSS aussi dur qu'il y avait avant. Ce n'est plus l'URSS de Khrouchtchev ou de Staline, on est dans l'URSS de... C'est Yeltsin, non, à l'époque? Non, de Gorbatchev. Gorbatchev, pardon, oui. On est en 91. On est en perestroïka, donc c'est la période d'apaisement. Glasnost, en fait. perestroïka. Le mur de Berlin est tombé 2 ans auparavant, et voilà. Et en fait, l'URSS, au moment auquel le tournage a lieu, l'URSS, elle va tomber le 26 décembre 1991, c'est la date entérinée de la chute de l'URSS, mais à l'époque, justement, à laquelle le tournage a lieu, apparemment, c'est peut-être vers l'été, donc non, c'est même pas envisageable, quoi, en réalité. Pourquoi pas ? Pourquoi pas. Et justement, c'est ce qu'ils vont faire, puisqu'ils vont aller tourner en pleine place rouge. Non seulement ils sont contents, ils ont ramené des montgolfières qui vont faire ça, mais en plus, une que vous ne voyez pas actuellement, parce qu'elle était sur l'une des caméras sur la gauche, on avait une énorme montgolfière en forme de tête de Mickey. Qui s'appelle Air Force One. Exactement, Air Force One. Avec cette scène en montgolfière sur la place rouge en soi. Avec apparemment, on dit que c'est la première équipe de tournage de l'Ouest qui a été autorisée sur la place rouge. En fait, l'URSS disparaissant un petit peu après, on arrive sur cette... Donc voilà, donc en fait... Et je remarque un truc, oui. La place rouge était vide. Oui, oui. Parce que... Devant moi marchait Nathalie. Et elle avait les cheveux blonds, mon guide. Voilà, comme ça, je cite Gilbert Bécaud. Voilà, c'est. Il n'y a pas de souci, ne t'en fais pas. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'elle est vide ? Déjà parce qu'il voulait un minimum de public, parce qu'il faut bien penser que les moscovites découvrent l'Occident à ce moment-là. C'est ça. Et ils se disent, oula, qu'est-ce que c'est que ce merdier ? Il faut se dire que pratiquement, je crois que c'est à la même période, il y avait un McDonald's qui venait d'ouvrir sur la place rouge. Oui, et il est incroyable, le McDonald's. Et il faut se dire que là, c'est un seul McDonald's, il est en face du mausolée de Lénine. C'est ça. C'est ça, génial. Mais pourquoi je dis ça ? Il faut comprendre que les Russes ne connaissaient rien de l'Occident. Là, c'était un choc des cultures. Et donc, voir arriver des Américains avec leurs grosses montgolfières tourner un film dans un format un peu étrange. Pourquoi il y a 9 caméras ? Pourquoi vous n'en avez pas qu'une et tout ? Il n'y a rien qui va. Donc, ils ont clearé, ils ont vidé la zone. C'était protégé par l'Armée rouge qui était là. Armée rouge qui était régulièrement, pompette. Le réalisateur l'avait dit. Ensuite, ils avaient fêté à la fin du tournage. Ils avaient fêté tous ensemble. Les mecs s'étaient torchés la gueule en 2 secondes. C'était fantastique. Les Russes, quand ils font les choses, ils les font à fond. Et quand il s'agit de se mourir la gueule, là, ils les font pas à moitié. Ouais, je valide complètement. 2 ans de travail en Russie, je valide complètement. Ouais, mais là, pour le coup, je confirme aussi que s'ils pouvaient arrêter de faire les choses un peu autant à fond avec l'Ukraine, ce serait bien aussi. Ça arrangerait tout le monde. Mais... Voilà, et donc, ça a permis de tourner cette scène de jeunes mariés qui s'envolent en montgolfière. Évidemment, on peut juger de l'intérêt limité, puisqu'il connaît forcément Jules Verne, la montgolfière à cette époque. Bah oui, il le fait remarquer. C'est un passage express, il se fait téléporter, mais malheureusement, à ce moment précis, Jules Verne s'est dit, je vais faire un petit câlin au nouveau marié, et forcément, vu que dès que quelque chose a été touché par la machine à téléporter,
elle part avec. Exactement. Alors, je tiens juste à dire, c'est que quand, évidemment, pour garder une certaine dynamique à la scène, les autres montgolfières qui étaient là, dont Air Force One, se sont envolées pour les besoins de la prise. Oui. Et quand l'énorme Mickey s'est envolé au-dessus de la place rouge, la population entière qui était cantonnée dans les pâtés de maison avoisinants, essayant de voir quelque chose, mais évidemment bloquée par l'armée, il y a des millions de personnes qui se sont mises à applaudir. Ouais, parce que symbole de paix, en fait. Symbole oui. simplement qu'on enterrait la hache de guerre. Voilà. Donc, On n'était ça- pas loin de la fin. c'est assez beau, mine de rien, comme anecdote. Donc voilà. En tout cas, très belle. Voilà. Et c'est la première des deux séquences, puisque la suivante qu'on va décortiquer n'est pas présente dans la version américaine. Exactement. Cette séquence-là n'y est pas présente parce qu'elle est très liée avec la seconde. Bon, en vrai, on se doute aussi qu'il y a peut-être un petit enjeu politique. Bon, on le fait pour l'Europe, Là- mais peut-être pas pour les États-Unis. Oui, mais non, bon. non, mais là, il y a un truc évident technique, c'est la continuité. Exact. Le jeune couple qui est dans la montgolfière au-dessus de la place rouge se retrouve soudain sur le tarmac de l'aéroport de Roissy. Exactement. Donc, Aéroport de Roissy, sur lequel on peut voir deux choses intéressantes. Gérard Depardieu pas bourré. C'est un fait intéressant. C'est un fait très intéressant. Mais surtout, et ça c'est plus intéressant, un véritable Concorde. Exactement, qui a été garé là par Jeff Bliff. Ça, c'est génial. Alors, voilà, c'est encore une anecdote ah oui, qu'on a l'anecdote est découvert. géniale. Elle est C'est qu'en incroyable. fait, il se disait ce serait bien qu'on ait un avion un peu emblématique et tout. Et je sais plus si son producteur français. Il avait envisagé d'abord un 747. Voilà, Ouais. on lui dit je peux t'avoir un Concorde, mais il va falloir que tu me dises où je le gare. Où est-ce que je te le gare? Et là, il y a Jeff Blythe, donc avec C'est un les Concorde, fameux ouais. cônes que vous voyez souvent quand les mecs installent les avions, qui s'est donc trouvé à manœuvrer un Concorde pour le garer comme Alors, vous le voyez ça à a été l'image. même un petit peu plus tordu que ça, parce que on a dit, bon, on peut pas avoir le 747. Ah, putain, ce serait bien si on avait un Concorde. Ouais, allez, on va aller voir Air France et Aéroport de Paris, etc. Et oui, mais non, mais je sais pas, ça va peut-être pas être possible. Et puis d'un seul coup, Jeff se tourne vers le producteur, il discute. Bon, on va peut-être aller demander le Concorde de British Airways alors. Ah bah non, alors attendez, je viens de Vous allez vérifier. rire, j'en ai un qui Je vient de se je viens libérer. de là. vérifier mon agenda. Finalement, j'ai un Concorde de libre. C'est un peu comme ça qu'il a obtenu son Concorde, qu'il a après dirigé avec ses petits Avec les cônes sticks, là. Ouais. exactement. Donc voilà. Et cette scène, bien entendu. Alors bon, voilà. Pareil, mal vieilli. On Ouais. est dans le contexte des années 90. On a un Gérard Depardieu qui est au sommet de son art, Ouais. qui va Il est être aussi dans... au sommet de sa forme, hein, dans le sens où Voilà, il est pas bourré, il est encore à peu près Ah bah, fin. il est moins large. Ah, qu'il Jules est- Verne, moi je suis la reine d'Angleterre. Voilà, c'est ça. Jules. Mais surtout, il a un petit rôle, finalement très court. Il joue un bagagiste. Et c'est une scène qui est qui est plutôt humoristique en réalité. Ouais, elle est, Et elle est gentille, quoi. Elle est surtout tournée pour le public français. Cette scène-là, on sait qu'elle est pour notre petit ego de français, avec le Concorde en arrière-plan, notre monstre sacré du Le cinéma. wagon volant, comme dit le personnage de Jules Verne à ce moment-là. Eh oui. C'est ça. Après, bon, qu'on soit parfaitement d'accord, effectivement, ça a mal vieilli, compte tenu de tout ce qui se passe actuellement autour de Gérard Depardieu, qu'on ne cautionne bien entendu pas, hein, Pas on du est tout. parfaitement d'accord, Et mais du triste accident aussi Et du Concorde rappelez-vous, en on est arrière. ouais. une dizaine d'années avant la catastrophe du Concorde. C'est ça. c'est ça aussi. hein, Là, pour le on coup. est vraiment à une époque, on va dire, un peu bénie où tout sourit à peu près à la France, avec, comme on l'a dit, des innovations technologiques majeures avec l'avion supersonique. Cet acteur qui Qui perce. a déjà 25 ans à l'époque, hein, quand même. Ouais, mais pour lequel il n'y a que Oui, la oui, France bien et sûr. la Ah, Grande-Bretagne. les tu vois. 70-80, alors un petit peu avant, il y avait le nucléaire, on Mhm. a le TGV, on a le Concorde. C'est-à-dire que le futur de demain, c'est littéralement dans le passé, les gars. hein, donc voilà. Sauf que pour l'instant, c'est nous qui détenons pas mal de records et de produits uniques, on va dire. Là, les Américains n'ont jamais développé un Concorde ou n'ont jamais eu un Concorde. quoi. Si Boeing a fait Boeing a des- cherché à faire un ils ont supersonique. cherché, Ça, ouais. c'est revenu l'année dernière. Apparemment, les histoires seraient relancées. Mais bon, Il serait question apparemment de redévelopper un peu le transport spatial, le transport aérien supersonique. Mais bon, après, non. Bon. Voilà. Mais bon, en tout c'est-à-dire cas, que la technologie a évolué. On sait comment moins consommer de carburant, etc. Donc, il y a Surtout, peut-être un espoir. et puis de- surtout, il y a un espoir que ça tienne parce que si c'est les ricains qui le proposent, ils vont pas réussir à faire bannir leur machin de leurs propres aéroports. c'est sûr. N'est-ce pas le Concorde, Voilà. hein, Mais ce voilà. qui s'est un petit peu passé. Bref, bon. Revanchard, non, pas du tout. Non, mais je vois pas du tout ce que tu peux dire. Alors, il y a deux anecdotes, on va dire, qui se sont passées au cours du tournage de cette séquence. Déjà, le jour où Depardieu est venu tourner, de toute façon, le jour du tournage, puisqu'il y a c'est un plan séquence, donc on ne voit que lui et Michel Piccoli à l'image.
Curieusement, les dizaines de milliers de voyageurs qui ont débarqué à Roissy ce jour-là n'ont pas vu arriver leurs bagages parce que tous les réels bagagistes qui travaillaient sur le tarmac de Roissy étaient trop occupés à aller voir Gérard Depardieu faire le clown, ce qui fait qu'il y a peu de bagages qui ont été livrés sur les tapis roulants ce jour-là. Est-ce que ça a commencé ce jour-là? Je ne sais pas, mais bon. Et puis il y a un deuxième truc, c'est que débarquant d'un avion, alors c'est évidemment à Roissy, il y a les ombiliques là, qui permettent de débarquer directement dans les terminaux, mais il y a aussi parfois des occurrences où on descend directement des avions, et il y a un monsieur qui descend d'un avion et qui dit « Ah mais vous savez, je m'intéresse beaucoup à la technique de cinéma, est-ce que je peux un petit peu regarder, je vous dérange pas, dites-moi où je peux m'asseoir » et Jeff Blythe trouve le monsieur très sympathique, vraiment passionné et s'y connaissant vraiment apparemment, et il dit bah, « Écoutez, il y a des camions le long de l'aéroport, installez-vous dans la Seine, hein, installez-vous dans un des camions, bougez pas. » Et en fait, le monsieur en question, c'est Roman Polanski. C'est parfait. C'est-à-dire que là, t'as absolument pas deux personnalités polémiques dans le même plan. C'est-à-dire que Roman Polanski est donc dans le film. T'as Roman Polanski dans le film, Gérard Depardieu dans le film et un Concorde qui va... Voilà, c'est-à-dire que ce plan-là était destiné à ne pas bien vieillir. On est bien d'accord. Mais bon, en tout cas, on en arrive à Jules Verne qui est un peu trop curieux, qui s'approche du Concorde en disant mais qu'est-ce que c'est que ça ? Enfin, il va essayer de le dessiner. Bien entendu, la sécurité de l'aéroport intervient et embarque Monsieur Verne, ce qui interrompt le discours que Depardieu et Timekeeper commençaient à avoir ensemble. Sur le voyage. Et or, ce qui force aussi Depardieu à intervenir avec ce fameux Jules, j'arrive, ce que nous autres, qui aimions bien les guignols de l'info, on ne s'empêcherait pas à chaque fois de commenter « J'arrive, ma couille !» Mais bon, c'est le classique. Pour ceux qui ont vu les guignols à l'époque, là, vous vous rappellerez de ce truc-là. Mais avec ce truc qui est un peu une vanne, mais vanne intra-extra, qui est que Timekeeper, pour remédier à la situation, active en gros le retour arrière. Il fait rewind. Il fait rewind sur la télécommande, donc il active le remontant d'urgence qui revient en arrière, rembobine les 10 dernières secondes dans le temps, et on va revenir. Là, on va aller sur... Et on arrive sur un faux raccord. Alors, il y a un faux raccord, certes, mais on va surtout aller sur notre séquence, je crois, Greg et moi, notre séquence préférée. Alors, petit faux raccord ici, parce qu'au moment auquel Timekeeper active la machine, il a fait pause. Mais regardez Depardieu, là. Il n'a pas un peu une main sur Nine-Nine ? Si, il devrait être téléporté, il théoriquement. Il devrait être mort, là, techniquement. Mais oui. Bah oui, il aurait dû normalement tomber d'à peu près 10 000 mètres d'altitude dans la scène qui suit. Mais bon, c'est pas grave, on va laisser ça on va laisser ça à la suspension de consenti de la crédulité. Parce qu'on arrive effectivement sur une scène qui, techniquement parlant, là en fait, on revient, Jeff Blythe va laisser un peu la narration de côté pendant 45 secondes et on va revenir à l'ADN d'un film Circle Vision tout de même, puisqu'on va revenir sur une scène contemplative. Là, il s'agit bien entendu de faire un petit tour d'Europe très rapide de sites pour avoir effectivement ces beaux plans. Et ça va être servi, puisque là, on vient sur une réaction contemplative. Il y a deux choses qui vont jouer, les images et la musique. Et là, on arrive à Bruce Broughton, qui nous sort le thème du vol des visionnaires, qui est, à mes yeux, le plus beau thème, la plus belle interprétation orchestrale. C'est plein d'émotions, c'est plein de subtilité, c'est bourré à craquer d'émotions, ce thème, parce que tu as toute la magie, en fait, un petit peu comme un Jerry Goldsmith sur un Sorin, tu sais, de l'émotion énorme de bordel de merde, je vole, c'est incroyable. Et effectivement, c'est ce que Jules Verne va vivre à ce moment-là, avec cette scène qui, pour moi, est peut-être la plus iconique de tout le Visionarium, de tout ce film, puisqu'on arrive sur la scène du vol, accompagnée par la musique, qui est incroyable. Et me concernant, à chaque fois que je l'écoute, même encore aujourd'hui, même si je l'ai entendu des centaines de fois, je peux pas m'empêcher d'avoir les poils qui hérissent à chaque fois, parce que c'est juste, pour moi, l'une des plus belles musiques qui existent. Tous médias confondus. Et sachant que même si c'est la plus belle musique qui existe, on ne l'a pas. Et non. C'est un morceau. Alors, le premier morceau que toi, tu aimes particulièrement, From Time to Time, enfin, Back to the Past ou Back to the Future, je sais plus. Elle est trouvable parce que Let's Go Back to the Future. Let's Go Back to the Future. Elle a été publiée par Bruce Broughton lui-même sur son site à une époque, et donc tous les fans s'en sont emparés et c'est devenu un morceau incontournable. Mais le vol des visionnaires n'a jamais été publié en propre. Il y a des gens qui ont essayé avec un peu d'intelligence artificielle pour retirer les effets de bruit, la palme de l'hélicoptère, les petites voix qu'on entend ici et là, mais on ne l'a jamais eu en propre. Et il y a
elle est jouée très rapidement dans le Disneyland Railroad quand on arrive et quand on quitte la gare de Discoveryland, mais c'est pas le morceau intégral. Non. Et donc Non, là, c'est la fin du thème principal qui le reprend. Ouais. ouais, je suis extrêmement frustré parce que comme toi Greg, c'est ma séquence préférée. On va passer au niveau du Mont-Saint-Michel, du château de Neuschwanstein, de Calais, on va faire plein de beaux panoramas et je peux pas profiter de cette musique. Donc c'est un peu aussi une petite bouteille à la mer que je balance à l'occasion de cet épisode. Vous qui nous regardez ou nous écoutez, si vous avez la musique du vol du visionnaire en qualité CD, c'est-à-dire la version source ou la version ultra propre, s'il vous plaît, Pitié. partagez-la nous. Par pitié, sans compter que, étant donné que j'avais moi-même eu la chance de pouvoir récupérer ce fichier sur le site de Bruce Broughton, fut un temps, le fichier Let's Go Back to the Future, pas le vol du visionnaire, on ne l'a pas, mais le fichier Let's Go Back to the Future n'était pas nommé Let's Go Back to the Future, il était intitulé Music2.mp3. Donc il va y avoir un Music One quelque part. Alors, est-ce que c'était celle-ci? On n'en sait rien. Mais il y a un truc... Si dans la chronologie du film, ce serait, si le vol du visionnaire serait musique. Ce serait Music 3, Musique 3. normalement. Mais bon, en tout cas, bon, voilà. Mais non, cette musique-là, ces images marchent bien. Et pourquoi ça marche bien? On sent les bagels, mauvaise langue, qui vont dire « Ah ben oui, mais vous aimez bien la partie qui fait pas du storytelling ». Non, on l'aime bien par contraste, parce qu'on avait tout le storytelling avant, où là, on est, grâce à la musique, mis dans la peau de Jules Verne. On l'entend un peu réagir C'est une derrière. vraie respiration, ça. Exact, c'est une respiration, mais en fait... Mais surtout, voilà, ce que tu dis, Greg, c'est que là, on a de l'empathie pour Jules Verne. C'est ça. On a suivi sa progression de personnage aigri qui redevient émerveillé par tout ce qu'il a pu écrire et qui le vit pour de vrai, à l'accomplissement final qui est je peux voir le monde en 80 jours, mais depuis un hélicoptère et de voyager. Dans le et tour donc, du monde en 80 jours, Phileas Fogg utilise beaucoup d'appareils, d'aéronefs, etc., qui existaient, hein, qui commençaient à exister, ou en tout cas à être présupposés. Et là, c'est à son tour, à lui de le faire. Et donc, on sait que c'est le cadeau ultime qu'on offre à ce vieil homme qui nous a offert du rêve, qui nous a projeté dans des univers magiques, entre guillemets. On est avec lui et lui-même, ça, il est au paroxysme. Si on pouvait l'entendre pleurer, je pense qu'ils auraient mis des larmes de. Mais on de Jules Verne. l'entend avoir un rire d'enfant, en fait. Et c'est magnifique cette scène-là pour le coup. Elle est vraiment magnifique. C'est exactement l'instant Van Gogh dont je parlais. C'est inséré avec subtilité puisque Jules Verne, on va le voir que très brièvement en hélicoptère en approche du Mont-Saint-Michel. Oui. C'est le seul moment. Les autres images sont de pures images de POV, on va dire. C'est juste, c'est du plan comme on pourrait en avoir dans des observations contemplatives. Et dans le dernier plan qui se passe au-dessus de l'Écosse, si je ne dis pas de conneries, là on revoit l'hélicoptère. Bon, Jules Verne n'est peut-être pas à bord pour le coup. Enfin, Michel Piccoli n'est certainement pas à bord pour le coup. Mais on a bien l'hélicoptère qui arrive devant, avec Jules Verne qui demande si on peut aller plus haut. Et là, évidemment qu'on peut aller plus haut, bien entendu, et la musique va partir justement en envolée lyrique jusqu'au moment auquel Timekeeper nous téléporte cette fois-ci. Où ça? Eh bien tout simplement dans l'espace. On va partir en orbite autour de la Terre avec Jules Verne dans un scaphandre. On va voir ça dans quelques instants. Là voilà. Avec non pas la station Mir en arrière-plan, mais en tout cas quelque chose qui s'apparenterait les prémices de la Station Spatiale Internationale. Qui n'existait pas encore à l'époque. Mais on voit quand même la navette spatiale américaine. Et qu'est-ce qu'on voit? Toutes les lumières qui changent de position en fonction, comme le soleil, etc. Un très beau plan. Franchement, c'est une superbe scène. Et je me permets un autre petit stop ici. Pourquoi? Parce que là, on arrive sur la fin de l'épopée de Jules Verne, dans le présent. Sauf que, on a dit que le Visionarium était un pré-show de Discoveryland. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a été dans les airs, comme Orbitron. On a été en voiture, comme Autopia. On a été sous la mer, comme dans le Nautilus. On a été dans l'espace, comme avec Space Mountain. C'est-à-dire qu'avec... Bien entendu, il n'y a pas que ça. Il y a quelques autres trucs qui sont présents. Mais avec ces 4 représentations majeures qui sont faites dans cette partie-là, dans ce second acte, non seulement on rend hommage au génie d'écriture de Jules Verne et à ses sources, hein. Il n'a pas tout inventé, il s'est basé sur des contemporains, sur des choses qu'il avait su des scientifiques, mais surtout, on fait aussi là un teasing énorme de ce qui vous attend à Discoveryland. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, quand vous allez ressortir du Visionarium, vous dites « Ah, mais ça, je l'ai vu dans le truc », et donc... Au-delà d'avoir fait découvrir ça à Jules Verne lui-même, maintenant, ça va être à vous de l'essayer. C'est ça, le génie du Visionarium. C'est cette capacité à justement être ce pré-show qui vous tease le truc, qui vous le fait vivre, qui vous fait voir les réactions du créateur lui-même.
Comment est-ce que ça va se passer? C'est à votre tour, voilà. Et ça... On fait un drop mic à la fin de ça ou quoi? Alors, non, non, il faut encore qu'on enregistre des épisodes avec. Mais en fait, ça, pour moi, c'est le pavé dans la mare. Tellement ça, quoi. T'as totalement raison. C'est le pavé dans la mare ultime du Visionarium. C'est comme le Voletarium te fait un tour d'Europe, alors c'est le but du jeu, mais du coup, ce sont des quartiers qui sont présents dans Europa Park et que tu vas pouvoir les visiter et découvrir. C'est ça le truc. C'est le super flyer. Et en plus, avec une musique dantesque, enfin, j'ai rien à dire. J'ai juste rien à dire. Tu l'as déjà dit, hein, donc si t'as à dire, mais tu l'as dit. Mais j'ai rien à ajouter. C'est-à-dire que si non plus. je comprends qu'ensuite on puisse ne pas aimer Visionarium parce que ça a vieilli, etc. Je le comprends parfaitement. Mais encore une fois, merde, ce niveau d'intégration, quoi. Pour un truc qui n'était pas désiré, que les Imagineers se refilaient comme une patate chaude parce que personne ne voulait réaliser ce truc. Et regardez ce qu'ils en ont fait. Et ça permet de donner un corps énorme à, en plus, ce concept, de le faire mieux comprendre dans l'esprit du spectateur, puisqu'encore une fois, un Tomorrowland en Europe, nouveau, hein, les gens ne connaissaient pas nécessairement. Et en plus, même Discoveryland au sein de la Disney Company, c'était un truc qu'on savait pas si ça allait prendre. Donc, ils ont mis toutes les chances de leur côté. Tu m'étonnes que Michael Eisner ait poussé le Visionarium comme étant la pépite de Discoveryland, parce que quand tu fais le Visionarium, tu peux, à partir de 95, quand Space et le Nautilus sont bien là, tu peux découvrir Discoveryland complètement et intégralement grâce à cette attraction. Ouais. C'est le super office du tourisme. C'est juste du génie. Pour moi, je suis désolé, c'est du génie. C'est pas parfait, mais c'est du génie. Voilà. Ça n'a pas besoin d'être parfait dans la mesure où est-ce qu'on pourra tout est s'acheter complet. des micros en mousse pour faire du drop mic? Le problème, c'est qu'on fera pas souvent des drop mic quand il s'agira de parler du parc de l'Est parisien. On parle d'autres trucs quand même régulièrement. Oui, heureusement d'ailleurs. Mais ça, c'est tellement spot-on, pardonne-moi l'anglicisme, c'est super, c'est exactement ça. C'est ce qui fait sa force. Et c'est pour ça que malheureusement ceux qui C'est pour ça que les gens n'ont pas compris. Non, mais c'est pour ça que surtout que les gens qui n'ont pas fait le Visionarium ne pourront jamais le connaître. Parce que le problème, c'est que vu que Discoveryland a commencé à partir en décrépitude à partir de la fermeture du Visio, les expériences d'origine ne sont plus référençables. Et même en voyant la vidéo, le Circle Vision, c'est une attraction que tu ne peux pas revivre en vidéo. Ça ne marche pas. Il te faut du panoramique pour le vivre. Il faut pouvoir se bouger à l'intérieur de la salle. Exactement. Et il faut de la spatialisation de l'audio. Ça ne marche pas sur YouTube. Donc c'est impossible pour quelqu'un qui découvre l'attraction, même pour vous là aujourd'hui, on est désolé, mais vous ne pouvez pas ressentir ça. C'est impossible, parce que Discoveryland n'existe plus et parce que l'attraction ne pouvait pas la vivre telle qu'elle était conçue. C'est dommage. Mais bon, peut-être qu'on en fait des caisses. À vous de le dire en commentaire. Moi, me concernant, je parle avec mes tripes, les gars. Tu parles avec tes tripes, et sauf que je suis complètement et totalement en accord avec ce que tu dis. Je l'ai toujours ressenti comme ça. Le Visionarium, c'était la porte d'entrée. Voilà. Mais pour moi, je comprends aussi les gens dans le sens où il y avait rien en réalité. Enfin, il y avait pas. Tu n'étais pas brinque-ballé à droite à gauche. Non. Tu n'avais pas de montée de descente. Oh, tu regardais un film avec des acteurs un peu plan-plan. Et voilà qu'on te raconte une histoire. Et puis que tu peux même pas t'asseoir pendant un quart d'heure, 20 minutes. Enfin, tu vois, c'était aussi du. Il y avait une barrière à l'entrée, hein. Et en plus de ça, c'était en français. Voilà. Bon, bref. Mais c'est ça aussi que je trouvais intéressant avec cette attraction, que c'était une attraction, il fallait franchir le pas et ne pas juste s'arrêter à la couverture ou même aux rumeurs, ou ce qu'on pouvait te raconter. On t'a dit, ah ouais, mais c'est un vieux cinéma et tout, mais va faire Space Mountain, va faire Star Tour, tu vois, c'est beaucoup. Ouais, sauf que si tu fais pas ça, nécessité d'amener son cerveau quand même. Ouais, c'est ça en fait. C'est qu'il fallait pas juste se contenter de venir se faire éclater la tronche parce qu'on avait envie de faire de la sensation, il fallait aussi vivre l'attraction comme quelque chose qui allait t'apporter quelque chose d'intellectuel. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Alors, et pas d'intellectuel dans le sens lourd, où on va te donner une leçon ou une morale. C'est juste, c'est infusé. C'est très lent. Ça va venir petit à petit. Et même si tu ressors en ayant l'impression de perdre ton temps, instinctivement ou intuitivement, tu en as retenu quelque chose. Et quand tu vas aller faire une autre attraction, peut-être que même dans ton inconscient, tu vas te rappeler que tu avais fait ça dans le Visionarium. Et tu feras une connexion très légère, mais suffisante pour que derrière, tu ne vis pas l'attraction de la même façon ou que tu l'aurais fait sans avoir fait le visio. C'est une façon de faire une sorte de ciment sans avoir besoin de créer, comme l'ACE maintenant à l'Europa Park, comme la Société des Explorateurs de Disney Sea. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir ce genre de personnage ou de groupement pour créer un ciment connecteur au niveau d'un truc. Une attraction comme le visio le faisait très bien, et en plus avec une double lecture qui était que regarde ce que tu vas pouvoir faire maintenant,
Et puis, en ressortant de Discoveryland, t'avais quoi? T'avais Constellation. Et si tu t'aventurais dans la boutique avec ce qu'elle avait à proposer, hein, encore une fois, pour 92, c'était pas mal, et ben, tu pouvais trouver les éditions de Jules Verne, de différents trucs qui pouvaient, pour ceux qui avaient cette curiosité, de dire, tiens, mais c'est Il y a quoi? plein de trucs. Il y avait, dans mon souvenir, il y avait des petits télescopes. Enfin, il y avait vraiment un petit peu de. Il y avait des objets, tu sais, un peu en laiton, scientifiques, un peu ouais, c'est ça. Ouais. mais c'était de la valeur un peu ajoutée. Tu vois, si tu ne l'utilisais pas pour sa valeur scientifique, c'est une valeur esthétique qui était un peu plus élevée qu'un serre-tête Mickey ou une peluche. Il y avait autre chose. Il y avait de la peluche, hein, bien sûr. On n'était pas. Laser, ouais. Mais voilà, il y avait autre chose. Et juste pour terminer aussi, ce qui faisait la force de Discoveryland, c'est que ça a été planifié dès le départ, comme ça. Dès les prémices, dès que Tim Delaney avait arrêté le concept d'un rétrofuturisme, il savait que le Visio allait être là, il savait que Space finirait ici, il savait que, en fait, ça a été pensé dès le départ de manière cohérente. Et ça, c'est un truc que beaucoup de gens adorent avec Euro Disney, donc plus maintenant, mais Disney en Paris, c'est que tout était cohérent à la construction. C'est qu'ils avaient réfléchi toutes les zones avec les extensions à venir de manière logique. BTM au milieu avec l'histoire de Frontierland et de Thunder Mesa. Adventureland avec tous les développements des différentes zones exotiques. Fantasyland qui faisait hommage aux différents pays européens. Et Discoveryland avec l'hommage des visionnaires qui était construit d'une certaine façon. Tout avait été pensé dès le départ et planifié longtemps à l'avance, chose que les autres parcs Disney n'ont pas puisqu'ils ont évolué sur la décennie. Et forcément, et c'est aussi un parallèle qu'on avait fait dans un très vieil épisode, c'est que ça pour moi c'était une apothéose dès le départ. On avait le max, on pouvait pas faire mieux parce que tout avait été bien pensé dès le début. Ouais. On avait le plus beau cadeau possible avec le meilleur ruban possible. Forcément derrière, garder un niveau à ce point-là, c'est extrêmement difficile quand on sait que la boîte n'a pas eu le résultat escompté, que derrière, il y a eu des volontés de développer la destination à marche forcée avec les Walt Disney Studios qui n'étaient pas prêts, et qu'après, les licences étant devenues plus populaires que des créations originales, ont poussé à faire ça. Pour moi, déjà, il y avait quelque chose qui allait emmener Discoveryland vers une chute inexorable. Je vois mal des dirigeants, même les meilleurs dirigeants, et Dieu sait que j'ai beaucoup de sympathie pour Philippe Bourguignon qui a pris la suite, et que c'est à lui qu'on doit beaucoup de choses. Même lui, au final, n'a pas réussi à tout conserver et a été obligé de faire des sacrifices, et ça a été perpétué par la suite. Il y a des réalités opérationnelles après, malheureusement. Et c'est pour ça que tu faisais dans la partie 1 en disant que c'est pas plus mal que les autres parcs se soient emparés de cette vision très romancée, très steampunkesque, etc. aujourd'hui, parce que eux, ils ne sont pas contraints par les licences. Ils ne sont pas contraints par des chiffres comme Disneyland Paris, et surtout ce sont des parcs qui sont viables financièrement depuis longtemps. Oui. Voilà. Bon, c'était une petite aparté. C'est que là, on fait comme si c'était une fin. Mais on n'a pas totalement. C'est pas fini. C'est pas fini. Merci Pardon. Mario. Excusez-moi. Merci Mario. Le spectacle continue. Et oui, parce que non, il y a un troisième acte dans le Visionarium, mais ça, c'est la cerise sur le cajot. C'est le truc que tu vois pas venir parce que tu te dis, franchement, là, maintenant, j'ai envie d'aller découvrir Discoveryland. Non, on t'en laisse encore 2 petites minutes parce qu'on a été dans le passé. Ouais. Maintenant, on a exploré le présent. Il reste une destination. Le futur, les amis. Alors d'abord, on ramène Jules Verne. Évidemment, petite erreur de Timekeeper, qui dit volontaire, mais bon, pas à l'abri de faire une connerie. Il le ramène dans les années actuelles, ce qui fait qu'il découvre la musique pop moderne. Et comme on dit, effectivement, il danse bien, mais je crois qu'il a mieux fait d'écrire. Texte du film. On est retéléporté cette fois-ci dans le passé où Jules Verne comprend qu'il est de retour dans le passé. Il va offrir une petite rose à Nine-Eye qui considère comme une demoiselle, et c'est cette rose que l'on voit sur l'affiche du film avec dans les mains, dans la pince de Nine-Eye. C'est ça. Justement, petit clin d'œil comme ça, ce qui personnifie un peu plus le droïde. Et là, tu vois, on est dans une très forte séquence d'émotions. Parce que pour nous, dans nos têtes, ça y est, la boucle est terminée. Jules Verne a retrouvé son âme d'enfant. Et son époque, il est très heureux. Et nous, on se dit, ça y est, notre voyage va se terminer sur cette bonne note. On ouvre les portes, ciao, bye. Et c'est là que je trouve que le film, que l'attraction est géniale. C'est qu'on pense que c'est fini, mais pas du tout. Exactement. D'abord, il revoit H.G. Wells qui voit cette fois-ci Nine-Eye, qui la voit directement, et qui se voit dire par Jules Verne, improbable mais impossible, non. Et là, c'est intéressant aussi, c'est parce que les deux personnages de Wells et de Verne sont pris par le temps. Exactement. Puisqu'ils doivent aller à la conférence. Exactement. Donc, et les deux inversent la réplique du début. Qui s'est dit au début du film, ouais. Maintenant que c'est Wells qui dit c'est impossible, et finalement Verne dit improbable. Impossible, non. Voilà. Et cette fois-ci,
Nine est ramené dans le présent. Mais comme tu le dis, there is a twist. Yes, there is. Exactement. Tout simplement parce que quoi, on a un joli canon laser là sur cette machine à voyager dans le temps et Timekeeper ayant repris la confiance vu qu'il a vu que tout s'est bien passé, il a réussi à solutionner la situation. Si on envoyait des visiteurs de la salle dans le futur, le rêve de tout le monde. On l'a pas vu le futur là, on se fait chier, il nous faut le futur. Alors là, bien entendu, c'est le genre de pseudo-interaction qui marche bien. Hein. Je me rappelle encore la dernière du Visionarium, il y a une vidéo qui a été tournée, il y a un mec qui gueule, c'est toujours les mêmes, mais c'est normal. Mais t'as plein de gens qui croyaient sérieusement au premier degré, des enfants à l'époque, que ils allaient être quelqu'un de la salle avait été vraiment choisi. Et moi, je me souviens, quand je l'ai fait la première fois, d'avoir eu peur. Je voulais pas être choisi par Timekeeper et je cherchais où le laser allait pouvoir tomber. Et t'avais un j'étais canon... prêt à me décaler. T'avais un canon laser donc, qui était présent avec un pointeur laser vert à l'avant qui du coup te donnait un bon petit rayon, donc il voyait qu'on tapait la foule. Et t'avais un effet de fibre optique qui était au plafond qui se déployait, qui permettait de simuler les particules qui rentreraient dans la machine pour le coup. Donc c'était mignon. C'était mignon pour le truc. Et sauf que là, en documentant un peu sur cet épisode, on a appris un truc, c'est que la famille qui est choisie, bien entendu, du footage... Ce sont des acteurs, oui. Ce sont des acteurs, bien entendu. Hein. Bien entendu, ils sont... C'est la famille Disney par excellence, le père, la mère, 2 enfants. Ah c'est le rêve américain. Hein. Voilà. Sauf qu'ils ont tous volontairement des cheveux sombres. Parce que le Visionarium devait ouvrir à Tokyo l'année qui suit, et pour qu'on ne voit pas très bien au niveau de l'écran si ce sont des Européens, donc des Caucasiens on va dire, ou des Asiatiques, en prenant des personnes avec les cheveux sombres, ça pouvait passer pour les deux. C'est-à-dire qu'ils pouvaient se permettre de tourner le Paper Ghost avec de nouveaux comédiens asiatiques. En revanche, dans la scène d'après, où la famille se trimballe dans le futur, il fallait, et qu'on les voit de loin, il fallait que les gens, ils ne pouvaient pas refaire la scène pour chaque pays. On n'allait pas s'amuser, ça coûte déjà extrêmement cher, surtout que la scène qu'on va voir, elle est spectaculaire. Et elle a coûté ils peuvent pas. Blinde, parce qu'effectivement, on arrive tout simplement sur le futur, donc on va simplement laisser un peu ça dérouler. Timekeeper choisit une famille qu'il va téléporter donc, dans l'écran intertemporel aux côtés de Nine. Donc ça va prendre un peu de temps, désolé, le temps que la vidéo de toute façon, déroule, on peut juste dire que... Nine engueule Timekeeper qu'il faut pas faire ça. Voilà, c'est pas une bonne idée. On rappelle quand même que la machine a été testée il y a genre 10 minutes. Hein. Ouais, ça a merdé 2 fois, donc bon... Voilà, donc, c'est peut-être pas le plus safe. Voilà, la famille est téléportée. Notre famille est téléportée, effectivement. N'oublie pas de remercier Nine. Avec ce que j'adore, encore une fois sur la version américaine, avec Nine qui dit « J'espère que vous avez une assurance » et Timekeeper qui répond « J'espère que vous avez ouvert les yeux, surtout. » Donc voilà, il y a genre... c'est toujours encore une géniale à l'américaine. C'est de la rythmique, c'est du Robin Williams tout craché, quoi. Hein. C'est de la répartie. Donc bref, on a ça. Évidemment, il leur souhaite un bon voyage dans l'avenir. Il active la machine et là, la musique devient tonitruante à nouveau. Bruce Broughton nous régale les tympans. Le vortex s'active et on est dans Paris en 2189 pour le tricentenaire de la Tour Eiffel, pour le coup, qu'on a vu être construite pendant le film, qu'on a vu pendant l'exposition universelle de 1900. Et là, on a notre famille à bord de la Reina Stella qu'on a vue à l'entrée de l'attraction. En volume, en vrai. En volume, en vrai, cette fois-ci. Elle vole, bien sûr, en CGI. Ce plan-là, pour le coup, qui donc a été basé sur des images prises au-dessus de l'Arc de Triomphe, qui aurait être la référence du matte painting, donc du décor de fond, qui a été créé pour symboliser Paris en 2189. Sur des conseils de Sid Mead, dont tu peux peut-être parler un peu. Sid Mead, qui est un futuriste, qui est un illustrateur qui avait fondé son propre studio et qui va énormément contribuer à la direction artistique de Tron et de Blade Runner. C'est lui qui a dessiné tous les véhicules de Blade Runner. Voilà, donc respect, quoi, accessoirement. Ouais. Gros respect. Et là, du coup, lui recommande ça. Et non seulement on a cette première séquence avec la musique, encore une fois, qui est juste... une baffe énorme. Et là vient le moment où on est en 1991 quand ceci est produit. Et là, on a un flanc full CG qui s'ouvre avec la Reina Stella qui vole. La caméra vole avec lui, donc avec une coupe qui n'est pas diégétique. Alors, rappelons-le, full CG en 360. En 360 à 30 images secondes sur le rendu cette fois-ci pour ce truc-là. Seulement pour accélérer un petit peu. Et avec ce plan magnifique de la Reina Stella qui traverse les arches de la Tour Eiffel, nous qui suivons derrière, et franchement, putain, mais ça se voyait pas l'effet. Bah non, ça se voyait pas. Je ne savais pas si c'était de la maquette ou pas. Produit en 91, exploité en 92, un an avant Jurassic Park. Et là, croyez-moi, l'effet de CG, il tient, nom de Dieu, il tenait, c'était magnifique, voilà. Amplifié par la musique.
ça marchait du feu de Dieu. Ensuite, c'est vrai que sur la CG, c'est toujours plutôt les personnages organiques qui posent souci plus que les décors. Mais quand même, ça rendait vachement bien. Surtout qu'en plus, on t'avait habitué à voir de la CG un peu pourrie dans le pré-show avec le wireframe de Nine Eye. Donc on se disait, ouais, voilà. Mais non. Ils ont mis ce qu'il fallait dedans. Le plan a coûté plus d'1 million, peut-être dans les 2 millions, pour la production de ces 4-5 secondes de CG. Et enfin, on arrive, on arrive simplement sur le dernier plan du film, en réalité, qui sera en fait les retrouvailles avec qui ? Avec Jules Verne. Et cette fois-ci, il aborde la machine à explorer le temps volante dont Monsieur Wells présentait la maquette au début du film. Exactement. Et du coup, avec cette petite phrase qui conclura le Visionarium, dans le futur, tout est possible. Je me retiens d'avoir les larmes à l'œil, en fait. Oui, non, voilà, c'est ça. C'est magnifique. En fait, qu'est-ce que tu veux dire ? Je comprends. Je peux pas ne pas. Il n'y a pas de critique à faire. C'est point. Non, ça s'appelle une masterclass. Ça s'appelle une fondation. Masterclass de storytelling et de tenir le rythme du début à la fin. Oui. Voilà. Encore une fois, pas parfait. Et encore une fois, pour un parc d'attractions, pour du cinéma classique, on aurait un autre niveau d'exigence. Mais là, encore une fois, on est sur... C'est ça qui est quand même génial, c'est que ça utilise la grammaire du cinéma classique adaptée à un format épouvantablement lourd de parc d'attractions, et ils y sont arrivés. Ouais. Et en plus, regardez cet épisode, ce double épisode qu'on a fait, on n'a pas arrêté de vous parler de Cinoche, les gars, et les filles. Donc, en vrai, on est sur un produit, on est sur une œuvre d'art, il n'y a pas à dire, tout comme d'autres films ou d'autres séries, il n'y a pas de souci avec ça. Mais du coup, là, sur ce plan final, qui fait que Naina, il reste bloqué en 2189 depuis 2004, mais ça, c'est un autre problème, c'est un autre petit truc. Mais il n'empêche que sur ce plan-là, tout se termine. Et Timekeeper nous congédie de la salle d'expérimentation où tout s'est bien passé. Ouais, c'est ça, c'est un happy ending, tout ce qu'il y a de plus merveilleux. Et là, c'est on est tellement enthousiasmant, on est galvanisé, encourageant, galvanisant, optimiste. On en a besoin d'optimisme dans le futur et en à ce moment. Là, mais dans les années 90, c'est pas une attraction que tu verrais chez Merlin, ça. Hein. Non. Non, chez Merlin, ils font. Mais ça manque de sang, là, notre truc. Non, c'est pas assez sombre, cette histoire. Ça manque de dark, là. Mais surtout, ce qui est fou, le tunnel avec Jules Verne, c'était bien, ça. Là, c'était sombre. Ce que je trouve fou, c'est que vous donnez tous les superlatifs positifs, et il y a que quelques secondes entre le moment où le film se termine et les portes s'ouvrent exprès pour nous laisser ce sentiment. Là, t'as qu'une envie, c'est de courir vers les attractions. Et surtout, cette fois-ci, c'est à toi de vivre ta propre aventure dans Discoveryland avec, au moment où les portes s'ouvrent, le thème du Visionarium qui retentit, thème que vous entendez encore sur le parking, dans les tapis roulants, qui est donc la version en fait un peu condensée des différentes suites orchestrales qu'on a entendues sur 1 minute et quelques. C'est le main theme, c'est le thème principal. Voilà, c'est la musique qui définit l'attraction et qui, à mon avis, a servi de base pour ensuite faire les déclinaisons dans le film. Oui, tout à fait. Et encore une fois, c'est du pur orchestral. Encore une fois, j'ai dépensé sans compter. On le sent très nettement dans cette musique. Il n'y a rien qui sent le rabais financier. Tout a été pognonisé à fond, si je peux me permettre. Le pré-show. Pognon max. Voilà, il y a même pas max. Et c'est pognon jusqu'à ce qu'on puisse plus voir la tirette. Tu vois, c'est là-haut. C'est ça. Le film, il a coûté un fric monstrueux. Il a mis 2 ans à être fait. Les effets spéciaux sont fous. L'animatronique, c'est un A100. C'est donc la dernière technologie, encore une fois, de l'époque. Le pré-show qui est blindé de références. La façade du bâtiment, l'histoire, toute la technologie, le casting. Il n'y a pas d'équivalence aujourd'hui. Je ne trouve pas d'équivalence. C'est ça qui est assez dingue, c'est qu'on est dans une époque dorée où on pensait que Euro Disney allait devenir un carton mondial tellement sûr qu'on allait ouvrir toutes les vannes. Oui, c'est ça, que ça allait mettre le niveau de qualité super haut. C'est ça, pour le reste du business des parcs. Exactement, il y allait avoir un avant et un après Euro Disney. Et après Euro Disney, plus rien ne serait pareil. Bon, c'est avéré que non. Effectivement, alors, ça a pu être pareil pour la Disney Company. Sauf que c'est pas chez eux. Ouais, voilà. Tu vois, c'est-à-dire que la célèbre théorie de la locomotive, c'est vraiment produite. Oui. Sauf que la locomotive, maintenant, elle reste au ralenti et tu as l'impression qu'elle est dépassée par tous ses wagons. Oui, exactement. Voilà. Sauf que c'est plus la locomotive, techniquement. Ça a pris quelques années, mais ce qui aurait dû être la locomotive est maintenant à quai. Et tout ce qui était wagon, en fait, sont devenus des motrices autonomes et... tous les concurrents, Efteling, Europa Park, Fantasyland, Futuroscope, Ellisberg, Luna. Mais en fait, c'est bon, tout le monde est monté sur ce wagon-là.
Europa Park avec du Voltron, et puis déjà avant, le Voletarium avait déjà aussi un petit truc qui était sympa. Il avait une petite patte un peu sympathique pour le coup. Mais du coup, ouais, et en fait, on se retrouve enfin avec... là, pour moi... Je pense qu'on partage ce point de vue. Voilà, pour moi, cette attraction-là, ça a été vraiment un avant, un après. Et on comprend que tout le monde ne le comprenne pas. Il n'y a pas de souci. Chacun a son opinion. Mais encore une fois... T'es pas obligé de te confondre en excuses en permanence. On a le droit de penser que les gens qui n'aiment pas l'attraction n'ont pas bon goût. C'est tout. Non, bien sûr. Non, mais en même temps... Non, mais voilà. Mais ensuite, en même temps, l'idée, c'est qu'ici, sur Puissance Park, on ne veut pas imposer notre vision des choses. C'est un débat qu'on ouvre. Oui. Mais en tout cas, non, voilà. Cette attraction-là, certes, n'a pas été appréciée à notre avis à sa juste valeur, peut-être pas comprise, mais non, parce que moi j'avais l'impression que dans les premières années d'exploitation du parc, elle était relativement comprise, ou elle était relativement bien acceptée. Et puis Space Mountain. Et là, tout le monde y est allé. Normal, l'attraction était ultra quali. Mais en tout cas, voilà. Donc, si vous comprenez, si vous voulez chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'on peut être si critique envers le parc de l'Est parisien, c'est en grande partie parce que ça fait depuis 2004 qu'on en fait le deuil, en fait, avec cette fermeture. Et puis surtout qu'on a eu ce privilège de connaître l'époque d'or d'Euro Disney, qui était la flamboyance, c'est ce que j'explique depuis tout à l'heure, là où tout était minutieusement pensé dans les moindres détails pour être à la vraie qualité. On parle aujourd'hui de destination premium. À l'époque, c'était une destination premium. De 92 à 2002, avant l'ouverture des studios, pour moi, c'était une destination de vrai premium. Aujourd'hui, on vous fait croire que c'est une destination premium parce que c'est dans le langage marketing et c'est par rapport aux tarifs qui sont pratiqués, mais l'offre de service, la qualité qui est proposée au sein même de la destination ne correspond pas à ce qu'on peut qualifier de premium. 92 était premium. Et tu l'as vécu, puisque tu étais là Day One. Tu pourras raconter, et d'ailleurs je pense qu'un jour on fera un épisode consacré au Day One. Je sais pas, on va peut-être attendre une date, symbolique. Mais c'est juste pour dire que tu pourras donner des exemples concrets de voilà ce que c'était, ce que vous ne connaisserez peut-être jamais, ou alors il faut un jour que Disney change de direction complètement, un virage à 180 degrés. Ça va peut-être arriver, tu sais, vu ce qui se passe avec Marvel, vu ce qui se passe avec les déculottés qui se prennent au box-office, je ne sais pas, mais... Alors, je sais qu'il y a ça, mais il y a un discours qui est tenu par la direction. C'est ça, puis il y a un truc de fierté aussi, tu vois. Et la direction a bien redit. Et d'ailleurs, il y a eu... Alors, si vous écoutez cet épisode dans un temps lointain, ce sera plus d'actu, mais au moment où on l'enregistre, Bob Iger, qui est le président à ce moment-là, a tenu une discussion avec une partie des actionnaires où il a renouvelé son ambition d'investir dans les licences et que les licences investissent eux-mêmes les parcs. Mais encore une fois, une licence en soi n'est pas nécessairement quelque chose de mauvais du moment qu'elle est bien traitée, bien utilisée. C'est vrai, mais pour une licence bien traitée, combien sont plutôt traités à la va-vite, voire même bâclés? Combien sont des occasions de facilité? Tu vois, c'est ça que j'entends. Combien sont des occasions d'essayer de vendre des pluches? Oui, encore que ça, tu vois, je remets pas en question le modèle économique. Disney, c'est pas c'est pas une œuvre de charité. Oui, voilà, il faut que ça gagne de l'argent. Mais on peut gagner de l'argent de plein de façons différentes. On peut gagner de l'argent en étant premium, de 92 à 2002. On peut gagner de l'argent en faisant de la quantité du chiffre, ce qu'on a vécu pendant une décennie, et on peut vendre beaucoup d'argent en faisant croire qu'on est premium, parce que dans l'imagerie que va développer le public, c'est ce qui va rentrer en tête, même si intrinsèquement c'est pas forcément vrai. On détruit son image sur le c'est ça, et le jour où l'image te revient en pleine gueule comme un boomerang, tu ne peux plus rien faire, tu as une telle inertie que tu peux couler une boîte. Ça, je suis d'accord. Il y a quand même aussi des paradoxes d'une décision premium, par exemple. Pourquoi d'un seul coup, de nulle part, l'année passée, Disney nous sort un collector de Timekeeper et de Nine Eye? Je vais peut-être t'apporter quelques clés de compréhension supplémentaires sur l'arrivée de ces fameux produits qui pourraient considérer un peu vintage, on va dire. C'est que des gens, et une personne en particulier dont j'ai malheureusement oublié le prénom, et je suis désolé si tu écoutes le podcast, mais je sais que tu reconnaîtras qui tu es, est arrivé au département merchandising et était lui-même un énorme fan de nos attractions connues, de la Terre à la Lune, le vrai Star Tour, Visionarium et j'en passe. Et il s'est battu, il a convaincu la direction d'éditer du produit dérivé autour de ces attractions que lui-même affectionnait énormément. Et il y a donc petit à petit des décideurs, dans le marketing, dans la direction générale ou même au niveau merchandise, qui essayent d'imposer une sorte de revival de ces vieilles attractions. Je prends un autre exemple, Mathias Dugoujon, qui est maintenant qui est la communication manager, Inside Ears, fan, etc. C'est quelqu'un qui pousse beaucoup pour la production de produits dérivés un peu tournés vers les fans.
le livre autour de Space Mountain, Phantom Manor, Pirates des Caraïbes, Art of Disneyland Paris. Il y a un projet de livre avec Eddie Soto sur le Main Street qui n'a jamais vu le jour. C'est des trucs que personne ne penserait voir. Et pourtant, c'est des projets qui, plus ou moins, arrivent à popper. Et c'est pas volontaire, c'est pas une volonté de la direction générale. Eux, ils s'en foutent, ils voient pas que ça fait des chiffres. Sauf qu'en vérité, ça attire quand même du monde. Ça plaît à une certaine frange du public. Et je pense que ces démarches-là, en tout cas, les personnes qui sont derrière ont une démarche relativement sincère, ont une volonté de rendre hommage à une qualité perdue. Peut-être de manière inconsciente, on ne sait pas, mais qui en tout cas se disent ce qui est fait aujourd'hui n'est pas à l'image de ce qu'ils veulent donner de l'entreprise, parce que c'est trop commun, c'est trop facile, et qu'ils se disent ouais, mais nous on a eu du produit différenciant pendant une vingtaine d'années, qui était unique au monde et qui était basé sur de la pure créativité humaine, pas juste des licences. Et ces produits-là, ils ont été souvent snobés. On a eu très peu de produits sur le Visionarium du temps où il était ouvert. Space Mountain, oui, parce que ça a été un carton mondial. Mais à part ça, Phantom Manor, il y avait quelques pins aussi, mais ça n'a pas non plus été foudroyant en termes de merchandise. Ça s'est réveillé super tard, le merchandising. Mais c'est parce que c'est des gens qui sont de notre génération, qui ont bientôt la quarantaine ou pas la quarantaine passée, qui ont été jeunes et qui ont vécu notre époque aussi d'Euro Disney, qui ont connu le parc comme toi, qui se disent que ça, c'était l'image qu'on veut renvoyer d'une qualité Disney, la vraie qualité Disney, et qui disent ouais, mais c'est ça aussi les produits que je veux. C'est plutôt ça que je veux attendre. Et de là, justement, qu'on ait cette figurine de Kevin et Jody du Visionarium qui est popée, alors que oui, ils auraient très bien pu sortir d'autres choses. Pourquoi est-ce que le Visionarium ? Parce qu'en fait, c'est quelqu'un derrière qui leur a dit « Moi, j'aimerais bien que vous sortiez ça pour une fois. Ça change du sempiternel Château de la Belle au Bois dormant, telle attraction machin, Phantom Manor, Big Thunder Mountain, Pirates des Caraïbes, on les connaît. » Mickey en Dark Vador. Voilà, des trucs comme ça. Et ils ont fait le château et ils ont fait d'autres trucs. Mais il y a eu ça. Qui dénote complètement. Et c'est pareil pour les fameuses clés qui commencent à s'essouffler d'ailleurs, parce que trop au bout d'un moment ça tue. Mais ils se sont dit on va pas faire les attractions que les actuelles, on va faire celles qui ont disparu. Avec justement le Visionarium, avec Star Tours, premier du nom, pas la version actuelle, avec Space Mountain, de la Terre à la Lune également. Je crois pas qu'ils aient fait Captain EO, ou alors je l'ai loupé. Mais ça, tu vois, c'est un excellent exemple. Captain EO, qui est quand même un truc basé sur du média. Pourquoi est-ce que maintenant que ce n'est plus exploité, ou éventuellement sporadiquement pour des trucs événementiels, pourquoi ne pas créer une belle édition de Captain EO ? Il y a un making-of qui existe, qui était diffusé dans la file d'attente aux États-Unis de l'attraction. Qu'on puisse garder ces choses-là. Il y a la musique de James Horner, il y a pas mal de choses autour. Mais pour info, ils ont édité le film en VHS il y a très longtemps. En VHS. Mais ce qui fait que on est un peu mieux loti que le Visionarium, dans la mesure où si tu tapes sur Google, sur YouTube, les bons mots-clés, tu vas trouver le film en qualité tiers, on va dire. C'est pas sur YouTube, parce qu'il y a eu un passage à MTV une fois. Donc ou je sais plus, une cassette, je sais pas trop, qui a été ripée. Ça change pas le propos du fond. Je suis d'accord avec toi, Jean-Marc. Je rêverais qu'ils sortent un Blu-ray ou même une édition dématérialisée, ou même sur Disney+, qu'on puisse se mater le film sur Disney+. Ils veulent du contenu, ils cherchent, ils investissent des millions, un truc qui marche pas, mettez des trucs qui marchent. Chérie, j'irai un bon scan 4K, le film il est en 70 mm, ça aurait de la gueule, quoi. Même si on n'a pas la 3D, enfin, tu vois. Mais ça se refait maintenant, la 3D, ça arrive. Hein. Oui, non mais même pour Disney+, cela dit, Disney+, c'est pas en 4K, donc... Après, tout évolue, une plateforme n'est pas figée. Mais tu vois, de sortir Captain EO, Chérie, j'irai adresser le public, le Visionarium au moins sur les 4 écrans principaux, à défaut d'avoir tous les écrans, de pouvoir sortir d'autres films qui n'existent plus, comme aux États-Unis par exemple, il y a une chier de films qui ont été diffusés puis qui ont été retirés qu'on peut plus revoir. Pour moi, ce serait pour ça que je suis d'accord avec toi dans le fond. En fait, je suis pas contre. C'est juste que pour le Captain EO, il y a peut-être une option. Mais pour le reste, c'est les médias qu'on a réussi à tripatouiller. Et je remercierai jamais assez Steve Diggins, qui a été monteur sur le film, d'avoir publié ça à l'époque. Merci. Parce que là, en fait, quand c'est sorti, je me rappellerai toujours avec Greg, on était comme des gosses le jour de Noël. Parce que les seules choses qui traînaient sinon, c'était des choses, encore une fois, le Visionarium... filmées par les gens directement dans la salle. Oui, on est en 2004. Les smartphones de l'époque, au niveau de la capture photo, c'était maximum du 0,3 à 1,3 mégapixels et c'était très mauvais en basse lumière. La seule chose, c'est si quelqu'un avait pris l'exemple de prendre un caméscope... En DV ou un HDV. C'est ça, d'avoir pris un caméscope, d'avoir filmé avec un angle extrêmement court, d'avoir ensuite branché ça sur ordinateur, fait un montage, récupérer le truc... il n'y a rien, quoi. En fait, il n'y a rien qui en reste. Et donc, du coup, c'est triste parce que
qu'on soit parfaitement d'accord, pourquoi le Disneyland a-t-il fermé derrière? Il y a plusieurs causes. En France, c'est la perte du sponsor de Renault parce que ça coûtait une couille à maintenir ce truc, évidemment, avec tous les projecteurs qui vieillissaient, les médias surtout qui étaient uniques. Et changer les copies, ça coûtait une blinde. Bah bien sûr, puis il était édité uniquement pour que cette réaction-là, puisque le film était unique ici, contrairement à Star Tour où il était partagé entre quelques parcs sur la version 1. Donc ça coûtait extrêmement cher. Donc le fait que Renault sorte du truc, bah ça a précipité la fermeture du ride. Il y a eu quelques bonnes idées de modifications à bord, mais c'était déjà le début de la fin. Après, bon, oui, il a vachement vieilli. En 2004, quand on arrive là, ben déjà Depardieu n'a plus la même forme. Pas exactement, non. Voilà, les Clio c'est bien gentil, mais on est au moins en Clio 4 et plus sur les... Enfin, en gros, il y a plein de trucs qui ne vont plus en termes de, malheureusement, de vieillissement du film naturel. En plus, des problèmes de confort de base, les visiteurs qui doivent rester debout alors que les visiteurs passent déjà leur journée à attendre dans le parc, ça ne passe pas, en tout cas pas en Europe. À Epcot, où tu as beaucoup plus de rides dans le parc, on peut tolérer ça. À Paris, c'est complicado. Plus la mauvaise signalisation de l'attraction qui reste le défaut numéro 1 en termes d'accessibilité du ride en lui-même. C'est pour ça d'ailleurs que je disais que dans le premier épisode, il n'y avait pas le poster au mur du bâtiment et que je crois que 2, 3 ou 4 ans plus tard, ils l'ont installé exprès en grand, mais le plus grand qu'ils ont pu, avec un fléchage pour vraiment te dire c'est là, c'est ici. Exact. D'ailleurs, c'est le même poster que pour Buzz l'éclair, hein. C'est exactement le même cadre. C'est le même, c'est le même poster. C'est le même cadre. En plus, derrière, la version américaine a eu aussi un autre truc qui l'a pas aidé, le 11 septembre, parce que certes, il n'y avait pas toute la connexion avec Renault, etc. Ils n'étaient pas présents. Alors c'est vrai qu'il faut le dire, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a une scène du vol des visionnaires qui est différente de celle de Paris et du Tokyo. C'est la dernière où on n'est plus en Grande-Bretagne, c'est New York. Ouais. On est à New York. Et alors en plus, il y a un footage un peu spécial. C'était un test qui a été finalement incorporé un peu à l'arrache. Exact. Et on voit effectivement le World Trade Center à ce moment-là. Et alors, après 2001, c'est compliqué. Ils ont galéré parce qu'ils se sont dit merde, on va pas refaire ça là. Donc ils ont bricolé avec l'horloge. Timekeeper avait toujours un indicateur de temps en fait devant lui. Donc ils ont verrouillé l'horloge à 2000 et pas la date ultérieure pour contrevenir à ça. Mais ça marche pas. Quoi. Pareil, je fais une parenthèse. Ça, c'était un des détails que j'adorais. C'était le fait que les affichages LED devant Timekeeper te donnent la date et que ça reste dynamique. C'est ça. C'est-à-dire que quand le parc a ouvert, évidemment, ça indiquait 1992 comme date de départ, mais tous les ans, évidemment, après, c'était 1993, etc. Et j'adorais ce petit détail-là. Tu vois, c'est couillon, c'est trivial, mais je trouvais ça vachement bien. C'est un petit truc, et en plus, c'est bien parce que ça t'apprend un peu, ok, de Vinci, c'était quelle période? C'est tout con, mais encore une fois, ça permet de situer un petit peu. C'est un cours d'histoire plus, je trouve. Pas aussi poussé, bien sûr, mais on allume l'étincelle, quoi. Mais du coup, avec le World Trade Center, ça a été non seulement un gros impact au niveau touristique, puisque les compagnies aériennes aux États-Unis, je vous rappelle que l'avion, c'est quasiment une bagnole. Hein. Oui. Donc du coup, les compagnies aériennes, resserrage de toutes les règles de sécurité, plus plein de vols qui sautent, enfin, je veux dire, pas de jeu de mots, mais qui sont stoppés. Du coup, les Américains n'ont plus confiance en l'avion temporairement, donc le tourisme interne prend un sacré coup. Donc Disney World et Disney Californie, ça descend un peu. Du coup, plein mal de shows comme ça deviennent temporaires. Dont, saisonniers, oui. Voilà, dont The Timekeeper, la version américaine pour le coup, ajouté avec la présence du World Trade Center. Et aussi un autre clou dans le cercueil, c'est la version de Tokyo qui sera la première à fermer, si je dis pas de conneries. Oui, c'est ça, dès 2002. Elle va durer que 9 ans. Exact. Et en fait, qui va tester quoi? Qui va tester la transformation du building en Buzz l'éclair, sachant que les buildings sont certes pas exactement les mêmes, mais ont quand même la même configuration globale de base. Et donc du coup, avec ce test qui apparemment est concluant, on fait tenir Buzz là-dedans, sachant que le Buzz d'origine était en Floride, n'était pas du tout dans le bâtiment, parce qu'il a côtoyé le The Timekeeper à cette époque-là. Là, du coup, vu que la conversion vers Buzz était possible, du coup, il était facile de la dupliquer, mais en tout cas, c'était une évidence du coup de le faire. Et donc, bien entendu, on aura eu le même traitement, nous, en France, à partir de 2006. Enfin, 2004, fermeture le 5 septembre. Et 2006, réouverture. En tant que Buzz l'éclair. La transition fait un peu mal au cul, hein. Ah c'est pas compliqué. Parce que Buzz est une bonne attraction. Mais quand tu rentres par la fontaine spatio-temporelle et la sphère armillaire qui sont restées dans les couleurs de Discoveryland, tu regardes à gauche, là tu as ces couleurs très fortes, très vives. Là ça jure avec le reste de Disco qui est resté dans les tons d'origine. À vrai dire, ce sont des dominantes de couleurs qui sont assez présentes sur les entrées d'Autopia. Mais c'est plus pastel sur Autopia. Exactement, et surtout le blanc gris est beaucoup moins présent, et c'est ça qui fait la grosse différence. C'est ça, on n'a pas d'argent.
on a du bronze, du laiton, de l'or, du cuivre. Tu sais, c'est des couleurs chaudes. Et là, on a une couleur froide. C'est très froid, très blanc. Et même la façade en elle-même a été repeinte avec les LED, avec les néons et tout. Ça jure, tu vois, c'est pas la même configuration. Et en plus, donc je rappelle qu'à l'époque, c'était libre de circulation, mais ils ont construit la file d'attente en empiétant sur cet espace de liberté et surtout au niveau du poster géant pour créer cette immense file extérieure, ce qui a réduit aussi le champ de circulation. Et ils ont eu aussi, je trouve, la très mauvaise idée de mettre l'entrée de Buzz en plein milieu de l'allée. Ce qui produit très régulièrement des bouchons de circulation, puisque entre les gens qui veulent faire la file d'attente, avant c'était avec les fast-pass qui régulièrement débordaient, les bornes de fast-pass où les gens aussi s'agglutinaient pour rechercher les tickets, ça devenait un véritable embouteillage. On ne pouvait pas circuler. Et je trouve que, certes, visuellement, tu ne peux pas louper l'entrée, elle est en plein devant toi, mais elle crée une circulation en face de toi qui te bloque. Ils ont corrigé le problème d'accès du Visionarium avec l'entrée qui, là, pour le coup, est très visible. Après, moi, le souci qu'il y a, c'est qu'effectivement, on a tous connu le Discoveryland, Jules Verne, etc. Voir du buzz arriver. Tu te dis qu'en plus, les studios avaient vraiment besoin de réactions en plus derrière. Ok, faire un building, ça coûte la peau du cul, mais quand même... Il aurait mérité de mettre Buzz là-bas. Voilà, et c'était un truc qui avait été envisagé. Voilà, mais bon, que voulez-vous. En tout cas, aujourd'hui, si vous voulez revoir Nine Nine, vous savez très bien quoi faire. Dans Buzz l'éclair, à côté de Boxabot, première scène avec le gros robot orange. Elle est juste à droite dans le fond. Bon, elle est en train de rouiller sur place, la pauvre, mais voilà. Mais au moins, il y a cette petite référence qui traîne ici. Vous avez aussi la musique du Visionarium qui traîne dans la Disney Railroad et dans le parking. Oui, sur les tapis roulants. Sur les parkings, voilà. Mais bon, on vous invite surtout à écouter ces musiques-là chez vous, sur un bon sound system, pour que vous puissiez profiter un peu de la richesse d'instrumentation qu'elles avaient, parce que c'était une Si vous avez la chance de voyager outre-Atlantique à Disneyland en Californie, sporadiquement, vous pouvez entendre un morceau de From Time to Time dans l'Observatron, qui lui est bien désactivé, mais la musique passe de temps en temps, avec aussi en plus un petit extrait de la Terre à la Lune, Space Mountain de la Terre à la Lune. Exactement. Ce qui rajoute encore un peu de frustration. Vous volez un peu de vinaigre sur votre sel. Tiens, pas donc bon. Et si on continue dans les références musicale. Pour la petite anecdote, Hong Kong Disneyland n'a jamais eu le Visionarium, il a ouvert en 2005. Mais paradoxalement, la bande sonore de leur Tomorrowland intègre une version un peu futuriste de From Time to Time. Et de The Timekeeper. Les deux versions ne sont pas les mêmes, parce que vu que Robin Williams était beaucoup en roue libre sur la version américaine, Bruce Broughton a réorchestré dans une version plus familiale que je trouve moins bonne à titre personnel que le Visionarium, mais c'est vrai que vu l'ambiance du film là-bas, ça correspond certainement un petit peu mieux. Donc bon, n'ayant pas fait The Timekeeper là-bas, je ne peux pas juger. Voilà, c'est les seules petites réminiscences de l'univers du Visio. Et pour la dernière petite anecdote, il y a encore quelques années, mais c'est plutôt rare de nos jours, on sait que la tête de Timekeeper a été conservée dans les backstage, elle existe encore, mais elle est plus vraiment exposée. La dernière fois, c'était il y a quelques années, je crois que c'était pour les 25 ans ou un peu avant, elle a été présentée sur un petit présentoir et tout, donc c'était un peu le souvenir, mais c'est la seule chose physique qui reste. Ça fait un peu tête congelée de Walt quand même. Malheureusement, ouais. Après, dans les références où tu dis « oh » et puis ensuite « ah », disons qu'aujourd'hui, vu les budgets maintenant, s'il y a un peu de Timekeeper dans tous les animatroniques du parc. Même plus sûr maintenant, vu qu'on passe sur des technologies de plus en plus avancées. Un peu, oui, mais ils ont pas gardé le torse ni le reste du corps, ce qui est un peu triste, parce que même vide, il avait une carrure, on pouvait regarder. Il avait de l'allure. Il avait de la gueule. Il avait de la gueule. Mais donc, bon, voilà, écoutez les amis, on espère je citerai la fin de ce tram tour, on espère qu'on aura réussi à vous transmettre l'amour qu'on avait pour cette attraction, en tout cas disparue aujourd'hui et perdue dans les couloirs du temps. On espère que ces épisodes vous auront plu. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, moi, je voulais juste dire que n'hésitez pas à laisser un pouce si vous regardez sur YouTube, à laisser une étoile si vous écoutez sur une plateforme de streaming de podcast et à vous abonner parce que c'est ça qui nous permet de continuer à produire des programmes de qualité. Exactement. Donc si vous voulez nous retrouver, vous le savez, ce sera sur puissancepark.fr, le vaisseau amiral avec les podcasts, les contenus Twitch, Discord, la boutique, les dons sur PayPal. N'hésitez pas, en tout cas, si vous le pouvez, il n'y a pas de souci. Et quant à nous, pour conclure, on ne fera simplement que citer la dernière phrase du film prononcée par Timekeeper. Notre voyage s'achève. Le temps suspend son vol. Dépêchez-vous de rejoindre votre futur. À très bientôt, les puissants. Ciao, bye bye.